Bonsoir ou bonjour à toutes et tous, selon l'endroit du monde d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. Bienvenue à cette rencontre qui marque le début du cycle de conférences de 2021, organisé en partenariat avec la RATP et toujours avec le soutien de l'Institut français et de la Fondation des Alliances françaises. Alors ce soir, une nouvelle fois, vous êtes plus de 200 inscrits et bientôt présents pour nous retrouver. Vous venez de près de 40 pays, donc un chiffre en augmentation en 2021, c'est assez fantastique. Alors l'Allemagne, l'Italie, le Liban, le Maroc, le Mexique, l'Inde, la Biélorussie et les USA sont particulièrement bien représentés ce soir. Je suis Fleur Bénard, je suis responsable du culturel à l'Alliance française de Paris et je suis aux côtés ce soir de Patricia Guérin, responsable du centre culturel Auguste Daubel à Paris, pour accueillir avec enthousiasme François Saltiel. Avant de céder la parole à Patricia pour lancer la rencontre, quelques précisions sur la plateforme qui nous accueille ce soir et ses fonctionnalités. Donc déjà, je vous conseille de désactiver la petite cloche qui se trouve tout en haut, à droite de votre écran. Ça vous permettra de suivre la rencontre en toute tranquillité. De plus, donc vous avez un onglet sur le côté que vous pouvez ouvrir ou fermer. Laissez-le ouvert en plein écran quand il y a une projection. Donc vous avez à droite le chat, donc ce sont des interactions courantes. On sera là donc avec plusieurs membres de l'équipe, Cerise et aussi Delphine, pour interagir avec vous. À côté se trouve l'onglet questions, donc là vous avez tout le loisir de poser toutes les questions qui vous passeront par l'esprit à François Saltiel, qui répondra dans la seconde partie de la rencontre. Donc je vous retrouve à la fin et passe la parole à Patricia. Merci beaucoup Flore. Bonsoir à toutes et à tous. Donc bienvenue pour ce nouveau rendez-vous culturel organisé par l'Alliance française de Paris et le comité d'entreprise de la RATP avec le soutien de l'Institut français et de la Fondation Alliance française. Donc nos rencontres invitent des artistes mais aussi des auteurs qui nous parlent de sujets, de société, et d'actualité. Alors, c'est le cas ce soir, puisque nous avons le plaisir donc d'accueillir François Saltiel, qui va nous parler de la société du sans contact. Alors, il a écrit tout récemment, d'ailleurs pendant le premier confinement, si je ne m'abuse, un livre fort intéressant, donc édité chez Flammarion, le voici, donc qui décrit très justement nos rapports aux écrans, aux réseaux sociaux, qui nous conditionne jusque dans notre intimité. Alors, ce livre passionnant nous alerte sur les dangers du virtuel et nous met en garde contre ces nouvelles technologies. Cet essai peut faire peur, mais sa conclusion laisse toutefois une pointe d'espoir. Je suis sûre que cette conférence vous donnera envie de lire ce livre si passionnant, si ce n'est pas déjà fait. Alors, je tiens à remercier Victoire Lematz de chez Flammarion, sans qui cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu. Avant de commencer, voici quelques informations sur notre invité donc de ce soir. Alors, François Saltiel, vous êtes donc journaliste, réalisateur et producteur. On peut vous voir tous les jours sur le plateau de 28 minutes sur Arte. Vous êtes l'auteur de 2 ouvrages publiés chez Flammarion, donc celui dont on vient de parler en 2020 et un autre livre intitulé « Le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag » édité en 2018. Également, vous avez travaillé pendant près de 10 ans à la rédaction de Culture Pub, une émission mythique que beaucoup de gens connaissent, puis dans différentes autres émissions. Vous avez par ailleurs réalisé plusieurs documentaires pour France Télévisions. Enfin, en plus de ces activités donc liées au petit écran, vous enseignez également à l'université Sorbonne Nouvelle et à l'Institut français de presse de Paris 2. Voilà, François Saltiel, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir et de nous faire partager donc vos réflexions, votre analyse sur cette fameuse société du sans contact. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis sûre qu'il y en aura plein. Donc, à la fin, François Saltiel vous répondra avec grand plaisir, j'en suis sûre.
À vous. Bonjour et bonsoir à tous. Donc je suis très heureux d'être avec vous, même si par définition je suis avec vous à travers un écran, par écran interposé, mais c'est quelque part cette forme qui va un petit peu guider le fond de cette conférence, puisqu'on parle de société du sans contact et que normalement dans un monde qui aurait été celui d'avant janvier 2021, eh bien j'aurais été présent peut-être janvier 2020, pardon, j'aurais été présent physiquement à l'Alliance française avec des personnes en face de moi, ce qui aurait été aussi le charme d'une rencontre et d'une conférence et d'une expérience comme vous devez tous les vivre auparavant, que ce soit des concerts, que ce soit des conférences, les salles de cinéma, les librairies, bref, les rencontres des uns avec les autres. Et là, on doit faire avec les écrans. Alors, il y a une compensation à ça, c'est que du coup, cette conférence peut être diffusée dans le monde entier. Donc, je suis très impressionné de voir sur le petit chat à droite Chicago, Biélorussie, Iran, Bulgarie. Donc, c'est vrai que d'un coup, on se dit que le monde est face à soi, donc il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est presque la magie du numérique. C'est le numérique qu'on aime. C'est pouvoir justement être connectés les uns avec les autres, obtenir de l'information qui vient du monde entier. Donc ça, on va dire que c'est le côté un peu positif du numérique. Et ce qu'on est en train de vivre là, on est une illustration. Ce qui pourrait être un côté un peu négatif de la situation qu'on vit tous dans cette crise sanitaire, c'est au moins le mérite, cette crise d'être un événement extraordinaire que tout le monde vit quasiment en même temps à des degrés différents, mais à entraîner une forme de communion. Néanmoins, on se rend compte que cette crise sanitaire a accéléré un mouvement, celui de la numérisation du monde, c'est-à-dire celui qui implique que dans notre quotidien, les outils numériques sont des outils qui sont constants, qui nous permettent presque de passer toute notre existence comme ça derrière un écran. Et ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre, c'est comment ce mouvement de distanciation physique, de distanciation sociale, était finalement une philosophie qui était déjà à l'œuvre bien avant cette crise sanitaire, qui était finalement le modèle économique des GAFAM, pour les citer, en grande partie, et que finalement, cette crise sanitaire aura été pour eux une remarquable opportunité d'accélérer ce phénomène de distanciation et qui serait quand même temps de s'interroger tous sur ce que ça entraîne de négatif par rapport à notre échange, par rapport à notre degré d'humanité. Est-ce que vivre la sociabilité comme on le fait souvent à travers les réseaux sociaux, même si c'est pas exclusif, mais en y passant de plus en plus de temps, quels sont les impacts à terme, essayer de trouver l'amour ou des relations sentimentales ou des relations sexuelles à travers les applications de rencontres. Qu'est-ce que ça induit? Le télétravail, que vous êtes peut-être nombreux à vivre dans chacun de vos pays, qui peut être tout à fait positif, satisfaisant quand c'est quelques jours par semaine, mais lorsque ça devient une pratique à vie et une norme à vie, comme certaines entreprises sont en train de le développer aujourd'hui, qu'est-ce que ça induit, qu'est-ce que ça provoque par rapport à nos relations avec nos collègues, et puis encore, pourquoi pas, on pourra l'aborder à la fin de cette conférence, la mort, ou plutôt le transhumanisme, c'est-à-dire quand on va vers l'au-delà, on est aussi dans une forme de sans contact, où on existe encore un peu. Vous allez le voir, je vais vous parler de quelques exemples. La numérisation essaye de dépasser en fait la mort, dépasser cette finalité. Donc, vous avez compris un petit peu le sens de cette conférence, c'est d'expliquer en quoi cette hyperconnexion que l'on vit tous peut paradoxalement nous amener à un sentiment de solitude, à une hyper-solitude et à un éloignement les uns des autres, un éloignement réel. Pour ça, il faut déjà distinguer ce qu'est la connexion et ce qu'est le lien. C'est-à-dire que là, on vit une connexion, tous ensemble, on est connectés les uns avec les autres, mais on peut pas franchement dire qu'on est en lien. Déjà, la première chose, c'est quand on a une personne en face de soi, on arrive à la regarder dans les yeux. Or là, finalement, bon là, je vois surtout tout seul, mais si vous étiez tous avec votre petite caméra, on se regarderait pas franchement dans les yeux. Parce que pour se regarder dans les yeux, il faudrait que je regarde comme ça ma caméra et que vous ayez l'impression que je vous regarde dans les yeux. Or que si vous étiez filmé, je vous regarderais vous, et donc déjà, on n'aurait pas un vrai face-à-face. On n'aurait pas déjà ce vrai échange. Quand on parle beaucoup, je vous ai parlé tout à l'heure du cinéma, vous voyez ce qui est en train de se passer. On a des films qui vont directement être diffusés sur des plateformes de streaming. Ça a été le cas des derniers Disney, par exemple, de Soul, ou encore de Mulan. Ce sont des films qui ne passent plus par la case cinéma. Évidemment, là, la crise sanitaire fait que les salles de cinéma sont fermées. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment cette situation extraordinaire de fermeture des salles peut devenir une norme. Et on se rend bien compte aujourd'hui que les studios en profitent, comme la Warner, qui a déjà annoncé que
leurs 17 prochains grands films sortiront en même temps sur HBO Max, donc une autre plateforme de streaming concurrente à Netflix, et en salle de cinéma pour celles qui restent ouvertes. Donc vous voyez, on est déjà en train de changer, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire que le spectateur que nous sommes tous va se déplacer pour aller dans une salle et vivre la communion face à un grand écran quand il peut avoir le même film en 3 clics depuis son canapé. Et tout l'objet de ce livre, c'est justement d'expliquer ça, d'expliquer comment cette situation extraordinaire, si elle devient notre quotidien, si elle devient une norme, ça peut poser un problème de fond sur notre humanité presque. Parce qu'on va essayer de décrypter ensemble justement les différents outils du monde numérique. Voilà. Alors comme justement je parle beaucoup de connexion et d'interactivité, n'hésitez pas, même dès maintenant sur le chat, je le regarderai si vous voulez réagir pour éviter que je sois donc cette personne qui parle toute seule derrière un écran, même si j'imagine que vous êtes nombreux. Donc on va aborder ces différentes thématiques. On va commencer tout simplement avec le téléphone portable, puisque je lisais justement il y a très peu de temps Alain Damasio, qui est un romancier que vous devez sans doute connaître, qui disait que on passait maintenant notre vie à caresser une vitre de quelques centimètres carrés. Et c'est vrai, je ne sais pas quel est votre usage à vous du téléphone portable, mais on y passe un temps incroyable. On y passe parfois plus de 3h30, plus de 4 heures sur notre téléphone portable. Depuis peu, vous avez vu sur Apple, il y a un temps d'écran qui nous permet en fait de savoir la réalité de notre consommation derrière cet écran. Et alors évidemment, on peut en faire des choses très positives, mais ce qui est intéressant là, c'est de s'interroger sur pourquoi en fait on passe autant de temps derrière cet écran de téléphone, pourquoi on passe autant de temps sur les réseaux sociaux, parce qu'en grande partie ces téléphones-là sont plus vraiment des téléphones, c'est-à-dire qu'on les utilise pas pour parler ou pour rappeler. Là je parle souvent les plus jeunes par exemple utilisent quasiment plus leur téléphone pour téléphoner, c'est-à-dire échanger de la voix. L'appel téléphonique maintenant est toujours le symbole soit d'un appel d'urgence, soit d'un appel d'une autorité parentale, soit d'un parasitage publicitaire, enfin bref, quelque chose d'assez négatif. Mais sinon, ils l'utilisent bien sûr pour faire des vocaux, échanger des SMS et aller sur les réseaux sociaux. Donc la conversation en elle-même a aussi tendance un peu à disparaître. C'est-à-dire que même si on communique beaucoup, on communique de moins en moins en direct. Il faut vraiment distinguer la conversation de l'échange avec des textos, par exemple, ou des vocaux, qui sont beaucoup utilisés par les jeunes générations, que vous êtes peut-être. C'est cette manière aussi de ne pas être confronté à l'instantanéité. C'est-à-dire que quelqu'un me dit quelque chose, j'ai le temps de réagir, donc je vais écrire une réponse, donc je vais la mettre à distance. Donc là aussi, on est dans cette notion de distance. Je ne prends plus le risque, justement, de la communication, de l'échange véridique. Et si on passe autant de temps sur ces réseaux sociaux, c'est parce que tout simplement, ce sont des outils qui ont été pensés par des neuroscientifiques dès le départ de leur application pour que justement, eh bien, ces outils exploitent les failles et les vulnérabilités de notre cerveau humain. Et ça, je pense que vous le savez peut-être, mais c'est intéressant de mettre en lumière, pourquoi pas, 2 techniques. Une première technique est la technique du bol sans fond, qui a été théorisée chez Stanford, qui est une université américaine qui a beaucoup travaillé sur les neurosciences. Le bol sans fond, c'est cette idée que quand vous êtes sur un réseau social, sur votre fil d'actualité, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook ou Twitter, eh bien en fait, il n'y a jamais de fin. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de scroller, et le cerveau n'a pas à un moment donné un signal fin qui va faire que je vais lâcher mon téléphone pour passer à autre chose. Un signal fin traditionnel qu'on a dans les autres médias plus classiques, par exemple, si vous lisez un article, vous allez voir un point et une signature d'un journaliste. Donc là, on sait que l'article est terminé et que, éventuellement, mon cerveau est arrivé à la fin d'une étape et je peux respirer, je lève les yeux, je regarde autour de moi et je passe éventuellement à autre chose. Quand vous regardez un film, vous avez aussi un générique de fin. Hop, je peux passer à autre chose. Quand vous lisez un livre, vous arrivez à la fin d'une page, vous la tournez, mais rien qu'au moment où vous la tournez, il y a une respiration qui s'organise, il y a une pause. Vous avez remarqué, sur les réseaux sociaux, il n'y a jamais de pause. Cette fin, en fait, elle n'arrive jamais. C'est pour ça que on se dit, tiens, je vais regarder ce qui se passe sur Facebook en pensant y passer 5 minutes, et puis on se rend compte qu'on y a passé 40 minutes. Pourquoi? Parce que notre cerveau est pris, il est embrigadé, il est quelque part kidnappé, et il ne se relèvera que quand vraiment on sera rendu compte que ça fait 2 heures qu'on est dessus et qu'il faut lever la tête. Donc ça, on se rend bien compte que ne pas mettre de signal fin est une astuce, est une technique pour exploiter une faille de notre cerveau humain. De la même manière, l'enchaînement automatique des vidéos que vous retrouvez sur Netflix ou que vous retrouvez sur YouTube est une même idée, c'est-à-dire qu'on va squeezer justement la fin d'une vidéo qui aurait été un générique pour hacker le générique et pour tout de suite nous balancer sur une autre vidéo. Netflix, par exemple, très récemment, a réduit
la durée d'enchaînement automatique des épisodes de 15 secondes à 6 secondes. Donc vous imaginez, en 6 secondes, le cerveau, il a même plus le temps de comprendre. C'est-à-dire qu'il a vu à la fin d'un épisode que le deuxième est déjà lancé. On a même plus le temps de s'interroger pour savoir si c'est raisonnable d'enchaîner un autre épisode à 3 heures du matin et qu'on va être fatigué le lendemain pour le travail. L'enchaînement est systématique. Donc là, et automatique. Donc là, on a vraiment encore une fois une technique pour que on passe le plus de temps possible derrière les écrans. Encore Netflix qui récemment a mis en place la lecture accélérée. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de regarder un épisode, de regarder une série, de regarder un film en accélérant la vitesse de lecture. Donc, ce qui pose d'ailleurs pas mal de questions même éthiques par rapport au respect de l'artiste, hein, de se dire tiens, mais si un cinéaste, si un réalisateur a pensé à un film de telle durée, il faut peut-être que je respecte son œuvre initiale. Bah non, pour regarder le plus de films possible, eh bien, je vais commencer à l'accélérer. Donc, on accélère la vitesse de lecture à 50%. Donc, on arrive quand même à quelque chose d'assez fou. Et pourquoi en fait on en arrive là? C'est parce que on a notre attention, et on le sait, on le voit, je pense que vous vous en rendez compte aussi, qui est de plus en plus limitée. C'est-à-dire que comme tout ce qu'on nous offre est dans une instantanéité, avec des notifications, des pushs, etc., notre attention maintenant devient de l'ordre de quelques secondes. Donc il faut que ça aille vite, il faut que on ait tout de suite l'information, sinon on s'ennuie et on a l'impression d'avoir une multitude de possibilités d'offres autour de nous qui font que, eh ben, on n'a plus la patience de rester devant un contenu, on n'a plus la patience d'écouter, pourquoi pas, eh bien, un artiste jusqu'au bout, d'accepter la durée de son œuvre, etc. Donc là, c'est des petits signaux qui sont des petites techniques qui sont utilisées justement par les promoteurs de cette technologie-là pour favoriser leur modèle économique. Donc leur modèle économique, je le rappelle, même si ça semble une évidence, leur but du jeu est qu'on passe le plus de temps possible derrière un écran, car c'est de cette attention-là, la nôtre, qu'ils vivent pour ensuite la commercialiser, la monétiser auprès de publicités ciblées qui ensuite vont pouvoir venir nous toucher pour nous vendre des objets ou des biens commerciaux. Il y a cette publicité ciblée, il y a aussi l'analyse des modèles de consommation, c'est-à-dire que on donne et on renseigne tellement de données sur notre vie avec les réseaux sociaux, parce que c'est très lié, hein, la société du sans contact qui passe par les réseaux sociaux est aussi une société de la surveillance, qu'on va renseigner sur un type de profil que l'on est pour pouvoir directement le cibler. Donc ça, c'est deux petites techniques auxquelles il faut faire attention. Pareil que les notifications, hein, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ces gros voyants rouges qui nous disent tac, quelqu'un a interagi sur votre profil et on ne sait pas ce qui se passe derrière. Ça, c'est aussi une technique de la récompense aléatoire, c'est-à-dire qu'on a une notification, on ne sait pas si ça va être une publicité, un like, un commentaire, un message, et donc on y va, on y reste, et puis on a l'impression que c'est quelque chose de très important, qu'il faut tout de suite y aller, et on passe encore du temps. On passe encore du temps sur ces notifications. On est même parfois plongé dans une sorte d'urgence de communication, de nos textos, de nos mails, et tout ça, je pense qu'il serait bon ton de les mettre un petit peu à distance. C'est-à-dire que comme on a de moins en moins le temps de s'ennuyer, comme on a de moins en moins le temps juste d'avoir de la patience, de réfléchir, ou tout simplement de lever les yeux pour regarder les gens qui sont autour de nous, il faut quand même arriver à mettre tous ces outils à distance parce que ces outils ne sont pas que neutres. C'est-à-dire qu'ils sont pas juste là pour qu'on en fasse le meilleur ou le pire et le meilleur. Ils ont aussi été pensés, comme je vous le disais, vers une sorte de pente glissante en exploitant les failles du cerveau humain. Autre faille justement des réseaux sociaux qui a été imaginée, c'est notre pulsion narcissique. C'est-à-dire, moi par exemple, j'aime bien, je le fais de moins en moins, hein, mais raconter ma vie sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, etc. Ça, c'est la pulsion narcissique, c'est quelque chose qu'on aime depuis tout petit. On aime bien être aimé, on aime être admiré, regarder, ça génère chez nous de la confiance en soi, hein, même quand on est tout jeune et qu'on fait des petits spectacles devant les parents et qu'on a les parents qui sont aimants, ils nous applaudissent, même si ce qu'on vient de faire n'était pas terrible, mais au moins on est regardé, on est aimé et puis ça nous permet de prendre confiance en nous et de s'insérer dans la vie. Ce que font justement les réseaux sociaux, c'est qu'ils favorisent cette pulsion narcissique, mais pas uniquement dans un petit spectacle après un repas, ils la favorisent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en nous poussant quelque part à montrer une partie de nous-mêmes, notre extimité, et puis derrière, lorsqu'on expose une partie de soi-même, nous, on est comme ça un peu captifs pour essayer de savoir si on a suscité de l'adhésion de nos amis, de notre communauté, puis ça peut même créer, même chez les plus jeunes, parfois de la dépression lorsque ce bénéfice attendu n'arrive pas. Mais ça aussi, il faut arriver à le mettre à distance, se dire tiens, je vais publier une photo, je suis à côté d'une piscine en vacances,
j'aimerais mettre cette photo sur Instagram, qui est un peu le royaume du bonheur, je peux quand même m'interroger pour me dire qu'est-ce qui me pousse à publier cette photo et pourquoi j'en ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de dire à tout le monde que là, je suis heureux? Combien de temps la publication de cette photo, puis le temps que je vais passer derrière pour regarder cette photo et susciter des likes, va me prendre sur la vie réelle? Et lorsqu'on réfléchit à tout ça, généralement, la photo, on la poste plus parce qu'on se rend compte que c'était juste une pulsion narcissique qui n'avait pas beaucoup d'intérêt et que surtout, ça allait me faire perdre beaucoup de temps de la vraie vie. Et justement, cette vraie vie, aujourd'hui, on voit bien qu'elle est menacée. C'est-à-dire ça dépend des pays dans lesquels on vit, mais vous avez peut-être tous vécu une période de confinement où on peut plus aller au café d'en bas, où on peut plus aller rencontrer les gens, où on peut plus aussi aller échanger avec des gens qui ne nous ressemblent pas, des gens différents, des inconnus. Tout ce qu'on est en train de, donc ça c'est un lien humain qui est en train d'être en péril et du coup on a reporté d'autant plus notre temps, notre attention par les outils numériques pour travailler, pour sociabiliser, pour vivre des expériences culturelles. Mais tout ça, si on réfléchit bien, était déjà en place avant et surtout il ne faudra pas que ça soit en place après. C'est-à-dire que le jour où j'espère qu'on sortira de cette crise sanitaire, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que toutes ces administrations, toutes ces institutions qui ont trouvé dans la numérisation du monde, dans le sans contact un intérêt, persévère dans cette voie-là. Je pense par exemple à l'enseignement à distance. Peut-être qu'il y a des étudiants ici en ce moment qui écoutent cette conférence. Moi j'enseigne aussi, je vois que la situation des étudiants était terrible. C'est-à-dire qu'ils sont dans une détresse humaine incroyable. Lorsque finalement la rencontre professorale ne se passe que derrière un écran, c'est toute l'expérience universitaire qui part en éclat. Et l'expérience universitaire, c'est pas juste quelqu'un qui parle. C'est des collègues, c'est des amis à côté de soi, c'est partir à la bibliothèque, c'est découvrir le monde, c'est aller dans les cafés, c'est aller dans les parcs, c'est réfléchir ensemble, c'est travailler en groupe. Et c'est pas juste une voix comme ça qui s'échappe d'un écran noir en laissant des étudiants dans une forme d'isolement. Donc là, encore une fois, si on en est là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais on voit déjà que des universités comme à Cambridge, par exemple, déjà au moment du premier confinement, avaient annoncé que tous les cours de l'année suivante se passeraient en distanciel. On voit aussi que beaucoup d'universités profitent de cette situation pour se dire que ce modèle-là, finalement, est plus économique, implique moins d'enseignants, est plus pratique, et on arrose comme ça sur un flux, et on perd l'essentiel, c'est-à-dire l'expérience, la communion, la rencontre. Donc c'est ça qui m'intéresse et que j'aimerais alerter, c'est cette idée de conserver, de préserver à tout prix le lien humain qui est le nôtre. Donc et si on fait aussi une autre parenthèse sur le télétravail, c'est la même idée. C'est-à-dire que le télétravail, je le disais tout à l'heure, un jour ou deux par semaine, c'est très bien. Lorsque de toute façon les mesures sanitaires nous contraignent à pas pouvoir se déplacer, c'est très bien. Mais lorsque ça devient un modèle, comme les entreprises de la technologie l'ont initié dès le départ. C'était pas si étonnant que finalement une des premières entreprises à dire que tiens, je propose à mes employés du télétravail à vie, c'était Twitter. Ensuite, Facebook a proposé le télétravail à la moitié de ses effectifs dans les 10 prochaines années. Télétravail à vie, j'entends. Idem chez Microsoft. Et ça raconte beaucoup de choses de notre société. Ça veut dire que le télétravail, c'est aussi une manière d'isoler. Et c'est un peu isolé pour mieux régner. C'est-à-dire que si les travailleurs ne se plus ensemble pour vivre la même chose, je les contrôle davantage et je peux déjà étouffer une quelconque révolte syndicale ou autre. Le télétravail, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais le télétravail, c'est aussi un moment assez dur. C'est-à-dire qu'on est encore une fois seul derrière son écran, on n'a plus les collègues à côté, il faut parfois gérer les enfants quand on en a pour travailler, on est chez soi, c'est une forme d'expropriation aussi de son espace personnel, on a du mal à s'organiser, si on n'a pas la confiance de ses employeurs, on peut se sentir traqué, surveillé avec ces outils, puis surtout, on est dans une forme de travail à la chaîne, d'atomisation du travail, c'est-à-dire qu'on se demande finalement à quoi je sers, qu'est-ce que je fais. Avant, j'avais des gens autour de moi, des collègues avec qui je pouvais échanger, et aujourd'hui, je suis tout seul en train de faire ma micro-tâche. L'autre problème aussi que crée le télétravail, c'est une forme d'invisibilité en fait du travailleur. D'ailleurs, l'invisibilité, quand on regarde bien, c'est aussi une progression. C'est pour ça que j'en reviens à ma thèse principale, de dire que cette distanciation était déjà en germe. Les premières entreprises, vous savez, qu'on proposait un peu la maison au travail, c'était les entreprises de la tech. Google s'enorgueillit de dire, regardez, on a des tables de ping-pong, des sofas, voire même parfois des toboggans au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que vous venez pas au travail, vous venez un petit peu comme à la maison. Cette idée de la maison au travail, ça voulait dire aussi le travail à la maison. C'est-à-dire que, du coup, comme vous êtes connecté, quand vous rentrez chez vous, vous continuez à travailler jusqu'à très tard le soir. Donc, c'était une forme d'abolition de la frontière entre le privé et le professionnel.
Si le travail c'est un peu comme la maison, et bien la maison c'est aussi un peu comme le travail. Et puis après tout, toutes ces trucs de table de ping-pong, de canapé, d'écran géant pour regarder la Coupe du Monde, de petits bars avec des jus de fruits bio qui sont en libre service. Est-ce que en tant qu'employé on en profite vraiment? Je suis pas sûr. C'est-à-dire qu'on est tellement dans une pression qu'après ça devient un élément de décor pour l'extérieur. Et puis ensuite il y a eu l'open space. C'est-à-dire qu'on est passé aussi des bureaux fermés à des bureaux ouverts. L'open space, au départ, c'était justement une promesse de décloisonnement, de dire ah ben, on est tous les uns avec les autres, il n'y a plus vraiment les patrons qui sont dans leur bureau, on est chacun ensemble. Or, tout le monde et tous ceux qui ont vécu une période d'expérience d'open space savent que c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, dans un open space, vous avez quelqu'un à 1 centimètre de vous, donc vous mettez un casque, donc vous êtes derrière un écran, donc en fait, on se parle pas. On est, comme pour reprendre l'expression de l'université américaine Sherry Turkle, on est seul ensemble. On a beau être les uns à côté des autres, on est seul. Et ensuite, vous avez vu arriver la technique du flex office, c'est-à-dire carrément on n'a plus de bureau. Donc le flex office, c'est je suis un numéro, une adresse IP d'ordinateur, je m'installe où je veux dans l'entreprise. Soi-disant comme ça facilite les échanges interservices. Sauf que le flex office, c'était aussi une manière de détériorialiser en fait le travailleur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je n'ai plus de bureau, de chez moi en fait, avec pourquoi pas la photo de mes enfants, de mon mari, les dessins de mes cousins, enfin peu importe ma tasse, mes accréditations, j'existe un peu moins dans l'entreprise. Donc je commence un peu à disparaître. D'ailleurs le jour où je suis pas là, le jour où je suis malade, les employés peuvent se dire tiens il est où François? Moi je sais pas, il est peut-être en haut, il est peut-être en bas. Enfin on voit même pas que je suis malade puisque en l'occurrence on n'a plus la chaise vide d'autrefois. C'est-à-dire que quand on a vraiment une collègue ou un collègue qui est en face, si elle est pas là, on voit une chaise vide et ça nous alerte. Quand on est en flex office, il n'y a plus de chaise vide puisqu'on n'a plus de chaise. La chaise est un peu partout, donc on s'inquiète pas. Et puis le jour où on va pas bien, de la même manière, pas parce qu'on est malade ou qu'on a une grippe, mais le jour où on va pas bien parce qu'on se sent mal par rapport à son employeur, pareil, on sait pas trop où est cette personne pour pouvoir discuter avec elle. Et le télétravail, c'est une forme d'invisibilité encore supplémentaire, puisque là, on sait même plus où sont les gens, ils sont chez eux, et nous, on est chez nous aussi. Et là, lorsque la personne se fait licencier, on le voit même pas. On n'est même pas là pour la pleurer. Et là, c'est ce qui s'est passé notamment avec Uber pendant le confinement, qui a été une scène assez dramatique, assez pleine d'inhumanité, où il y a 3500 personnes qui sont fait licencier, et bien avec un live Zoom, qui sont fait désactiver en 5 minutes. C'est-à-dire qu'on avait une responsable du RH d'Uber depuis le siège de Phoenix qui a parlé à 3500 personnes qui étaient des administrateurs, des employés dans l'administration, qui n'étaient pas forcément des chauffeurs, pour les licencier derrière un écran. Donc là, encore une fois, on peut dire oui, mais c'est lié à la situation extraordinaire sanitaire. Mais on voit que ce sans contact, que ce télétravail peut devenir et est en train d'être réfléchi pour être une pratique, pour être un mode de vie. Qui a d'ailleurs, encore une fois, aussi ses autres limites. C'est-à-dire que quand, pour revenir sur Facebook, qui avait proposé le télétravail, il y a beaucoup d'employés qui faisaient face en Californie et vers la Silicon Valley à une augmentation terrible des loyers. Ils disaient super, comme ça je vais pouvoir quitter San Francisco, aller vivre à Denver par exemple où les loyers sont moins chers, ou pourquoi pas même aux Canaries ou à Dubaï ou peu importe, enfin là où j'estime que j'aurai un pouvoir d'achat supérieur, enfin peut-être pas Dubaï, pour l'occurrence un mauvais exemple, on va dire plutôt à Denver ou dans d'autres pays d'Europe, sauf que tout de suite Facebook a dit attention, le salaire sera indexé au niveau de vie dans lequel vous allez maintenant travailler. Donc on n'a même plus cette garantie-là. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce côté négatif du télétravail, c'est ça, c'est la perte de notre humanité, du lien humain. Parce que finalement, même si on était nombreux peut-être à se plaindre de cette petite pause café où on avait ces collègues qui nous parlaient de tout et de rien, de ce qu'ils avaient fait le week-end, du beau temps, on pouvait considérer ces moments-là comme ennuyeux, on pouvait considérer ces moments-là comme étant des moments qui servent à rien. En fait, ils étaient cruciaux. Parce que déjà, ça c'est ce qu'on appelle le small talk, qu'on a beau parler de tout et de rien, de la pluie du beau temps, souvent ça instaure une relation, le début d'une communication qui sera nécessaire pour parler des grandes choses plus tard. Et puis ensuite, ça permet aussi de se rencontrer vraiment, et même au-delà des services, parce qu'on le sait, il y a beaucoup parfois d'idées, de bonnes idées qui naissent de rencontres de deux services qui n'étaient pas du tout amenés à se rencontrer par ailleurs. Ça naît de la rencontre, de la surprise, de la magie. Et le télétravail, avec ses visios bien calés, bien cadrés, c'est la fin justement de toute cette surprise inattendue, de ces rencontres entre les services. Et c'est encore une fois une forme d'isolement des individus les uns avec les autres. Donc voilà, ça fait partie justement des thématiques, des phénomènes qui ont pris une ampleur très importante avec la crise sanitaire, qui étaient déjà en germe, qui vont sans doute l'être après, et vers lesquels il faut vraiment s'interroger pour conserver
eh bien une partie de notre humanité. Bon, j'ai un petit peu dérivé sur le télétravail, mais on pourrait dire exactement la même chose des applications de rencontres et des applications amoureuses. Pour faire vous me dites si ça part un petit peu dans tous les sens, il n'y a pas de problème, je regarde votre chat. Mais les applications amoureuses, c'est ça aussi, c'est cette promesse de dire tiens, je peux rencontrer le monde entier à travers un écran. Et je suis devant une infinité des possibles de rencontres amoureuses, de rencontres sexuelles ou autres. Or, on sait bien que finalement, ce n'est pas l'infinité des possibilités qui est face à moi. C'est un algorithme dont je connais pas très bien d'ailleurs son fonctionnement, qui va me dire quelle personne je suis à même de pouvoir, pourquoi pas, rencontrer. Donc quelque part, on confie là son destin amoureux, la surprise, à une machine. Encore une fois, dont on comprend pas tellement les tenants, les aboutissants. Une machine qui, par ailleurs, elle, vit d'un avantage économique, vit de l'exploitation de nos données personnelles pour en faire justement des modalités économiques. C'est-à-dire que c'est pas non plus un service public, Tinder, Mythic ou autre. Ce sont des sites commerciaux qui ont des visées très claires et qui quelque part nous entretiennent dans cette illusion de penser qu'on peut rencontrer le monde entier alors qu'on rencontre finalement une personne qu'ils ont eux-mêmes choisie. Il y a eu beaucoup d'enquêtes justement sur les applications de rencontres et j'en parle dans le livre. Par exemple, de notes de désirabilité, qui est une note cachée que l'on a lorsqu'on est usager de ces applications-là. Donc, on n'est pas au courant de cette note. Cette note de désirabilité, elle est opérée en fonction du nombre de likes, de matchs qu'on a suggérés, du nombre de temps d'attention, combien de personnes nous ont regardé notre profil assez longtemps ou pas. Enfin bref, donc on est un peu classé dans la catégorie des personnes qui sont désirables ou des personnes qui ne le sont pas. Et en tant que personne désirable, je peux rencontrer que des personnes désirables. Et en tant que personne moins désirable, j'ai affaire aussi à une autre sous-catégorie. Il y a plein de choses comme ça qui, quelque part, nous mettent dans une situation où la promesse du numérique n'est pas totalement respectée. Même si, encore une fois, les applications de rencontre, j'ai rien contre lorsqu'elles sont utilisées, lorsque ce sont des gens qui vivent dans des déserts sociaux, qui ont besoin de ça pour se donner confiance. Enfin, il y a encore une fois, il peut y avoir des avantages à y parcourir un temps donné, mais ça ne doit pas devenir un modèle en soi. Or, on se rend compte aujourd'hui, encore une fois, que... Merci Christelle. Je disais justement que, en attendant que François Saltiel, on est tributaire au direct de ces aléas de connexion Internet et de déconnexion. Je ne doute pas qu'il soit de retour rapidement. Je vous remercie pour les questions qu'on continue à voir arriver et que j'imagine qu'il pourra y revenir dès son retour. Voilà, je pense que c'est une affaire de quelques minutes. Merci de votre patience et encore désolée pour ces petites difficultés qui sont encore une fois liées au direct. Désolé. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Tac. Désolé. Ben voilà. Certains esprits mal tournés vont dire que c'est peut-être une censure des GAFAM qui d'un coup se sont dit tiens, il y a une parole un peu trop critique. On va essayer de couper Internet pour voir comment il peut faire ce petit malin qui critique si bien Internet pour vivre sans. Et effectivement, on est tous un peu bloqués sans ces outils-là. Donc, je vais quand même continuer mon discours peut-être un peu critique en espérant que je ne serai pas censuré une deuxième fois. Évidemment, je blague, la parole complotiste étant un peu de saison, il faut faire attention. J'étais donc sur cette histoire des applications de rencontres qui en plus génèrent, encore une fois, les applications de rencontres, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure sur le télétravail, c'est-à-dire que la surprise et la magie a tendance à disparaître. C'est-à-dire que même si la rencontre amoureuse, romantique que l'on imagine dans des films, on rencontre quelqu'un au coin d'une rue ou dans un bar a quelque chose un peu idéalisé, il n'est pas toujours le cas. L'application de rencontre, quelque part, ne permet plus ça. C'est-à-dire que c'est programmé quand même. C'est deux personnes qui étaient programmées par un algorithme pour pouvoir se rencontrer. Donc, toute cette société du sans contact, justement, a tendance à ne plus laisser place à la magie et à la surprise, à la rencontre, à l'inattendu. Pour prendre un autre exemple tout bête, lorsque vous utilisez par exemple votre GPS pour pouvoir vous indiquer quelle est la route à suivre, vous suivez une route dont on vous dit que c'est la plus rapide, ce qui est d'ailleurs pas forcément toujours le cas. C'est une route qui est plus rapide en termes de probabilité, mais c'est pas une route qui est la plus rapide en soi. Et surtout, cette forme de GPS a cassé aussi une sorte de rencontre humaine qu'on avait traditionnelle, de demander son chemin dans la rue. Alors, je dis pas qu'il se passait des rencontres folles quand on demandait son chemin dans la rue, mais lorsqu'on provoquait cette rencontre, de demander son chemin, et je pense que ça arrivait à tout le monde, il se passait quand même quelque chose. C'est-à-dire que souvent, on cherchait un bar, la
la personne disait non mais ce bar-là a fermé, mais vous devriez plutôt aller sur le bar d'en face parce que sur le bar d'en face il est plus sympa. Puis regardez, j'ai un pote là-bas, etc. Donc cette rencontre qu'on provoquait, cet échange qu'on provoquait, aujourd'hui ne se vit plus puisque on a quelque part un peu les yeux rivés sur notre téléphone portable en train de suivre le chemin qu'on nous indique, qu'on nous trace. C'est un petit peu ça finalement l'application de rencontre aussi, c'est on va suivre sur notre chemin des gens dont on va nous dire que c'est les bonnes personnes qu'il faudrait voir parce qu'elles coïncident en X ou X points à nos demandes, à nos attentes. Et en plus, pour finir sur ce dossier-là, ça génère parfois chez l'utilisateur eh bien un sentiment de comparaison constant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la rencontre n'est plus quelque chose de rare, puisque par définition, lorsque je regarde mon téléphone, j'ai l'impression d'avoir 600 profils qui peuvent potentiellement faire l'objet d'une rencontre, et ben elle a moins de valeur. Donc quand on va rencontrer quelqu'un, on va avoir tendance à le comparer sans arrêt à la personne de la veille, en se disant bah tiens, ça se trouve je peux avoir mieux parce qu'il y aura une autre personne demain, et on va encore une fois avoir moins de tolérance, avoir moins d'attente, avoir moins de patience parce que on va rentrer dans un système de comparaison systématique qui va à terme pouvoir créer une forme de satisfaction. Et d'ailleurs, j'ai fait pas mal d'entretiens avec des usagers de ces applications-là. Et à part le premier moment qui est un moment d'enchantement, de dopamine, parce que du coup on se rend compte complet, parce que quand on y est, bah, soit c'est parce qu'on sort d'une relation peut-être compliquée, ou qu'on a été divorcé, ou que tout simplement c'est les premiers pas d'une relation amoureuse, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui les utilisent. Ça donne l'impression de pouvoir choisir avec une certaine forme de sécurité et de pouvoir susciter eh bien une forme d'adhésion, de plaire. Donc on poursuit son chemin. Et puis très vite, il y a une phase de désenchantement parce que justement, on se rend compte qu'on trouve pas tout le temps la bonne personne, que la rencontre est un peu similaire et qu'on en perd sa magie. Et que quelque part, l'autre devient un petit peu comme un produit de consommation. Il y a une forme de marchandisation de la rencontre. Encore une fois, un peu à l'image de ce qu'on peut vivre avec les différents réseaux. Donc voilà, là j'ai fait un petit peu un survol de toutes ces applications-là. Je vais juste essayer de vous raconter une petite histoire aussi par rapport aux effets pervers des réseaux sociaux, une histoire que j'aime bien, et puis comme ça nous fera un petit peu voyager. Bougez pas, je vais lancer ma petite présentation. Hop. Oui, alors oui, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ce sont parce qu'on parlait justement de l'impact du téléphone portable, du temps qu'on y passait. Les smobies, vous avez peut-être déjà entendu cette contraction, ce néologisme entre smartphone et zombies. Et les zombies, et là c'est par exemple un couloir en Chine. Alors je sais pas si on a des Chinois et des Chinoises qui sont en ce moment dans la conférence, mais c'est les fameux couloirs où un couloir à droite, ce sont des couloirs qui sont autorisés en ayant son téléphone portable, et à gauche, on va dire le couloir normal des piétons qui regardent devant eux. Et en fait, ce qui m'intéresse par rapport à cette image-là, c'est cette acceptation en fait, de se dire au lieu de se battre pour essayer d'aller vers une forme de déconnexion et de pousser les gens à l'idée de relever la tête, parce que finalement, qu'est-ce que ça de très naturel de vivre encore une fois dans quelques centimètres carrés? La société accepte cette idée et offre des couloirs réservés à une sorte de horde de zombies qui ont les yeux baissés et qui marchent à 2 à l'heure et qui sont plongés dans un autre monde et qui encore une fois là vont faire aucune rencontre dans la rue pour demander leur chemin, en faire aucune rencontre tout court, ne vont même plus lever les yeux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir voilà comment la société baisse les bras finalement en offrant un couloir réservé. Et alors l'exemple n'est pas que exotique chinois, hein, parce que la Chine est forcément beaucoup pointé du doigt pour tous les travers de la technologie, notamment sur la surveillance. Mais là, ce que vous voyez là avec la barre LED verte, c'est en fait une synchronisation entre un feu rouge et une barre LED. Donc là, la barre LED est verte, donc c'est-à-dire que le feu est vert. Ça a été mis en place aux Pays-Bas. Et de la même manière, en fait, c'est pour avertir les gens qui ont les yeux rivés sur leur téléphone portable qu'il ne faut pas traverser la rue parce que le feu est vert. Donc là, encore une fois, on comprend tout à fait l'utilité en termes de sécurité routière de l'avoir mis ça en place. Hein, c'est pour éviter les accidents de la route. Mais on est quand même dans une logique d'avoir un petit peu d'avoir abandonné cette idée et de se conforter avec cet esprit que on va passer tous maintenant des heures avec notre attention qui sera captée par ces écrans. Et là à droite, ça se passe en Angleterre. Donc il y a eu aussi en Angleterre ces expériences de couloirs réservés pour montrer que justement c'est pas qu'en Chine. Voilà, je voulais vous raconter l'histoire du brocoli tree, qui est une histoire assez sympathique, qui va nous faire voyager un peu et puis qui est assez symptomatique par rapport aux effets pervers des réseaux sociaux sur un autre aspect. Donc là, en fait, on est au lac Vatern, c'est en Suède. Alors, je sais pas si la Suède est représentée. Si la Suède est représentée,
qui se manifeste dans le chat. Et on a Patrick, Patrick Svedberg, qui est un photographe et qui tous les jours passe devant cet arbre qu'il a baptisé le brocoli tree. C'est vrai qu'on remarquera qu'il a un peu une forme de brocoli. Donc il passe, il le voit, il vit un moment toujours de communion avec lui. Et puis, comme on peut parfois le vivre avec un arbre, c'est vrai que c'est un être chargé d'histoire. Enfin, on peut avoir, pour certains tous, une relation très forte avec les arbres. Et lui, il décide de les prendre en photo. Donc, il prend chaque jour en photo son brocoli tree. Et au début, il gardait les photos pour lui. Puis, il a commencé à créer un compte Instagram qui s'appelle The Brocoli Tree, qui existe toujours. Et il va chaque jour publier une photo de son brocoli tree. Donc là, on le voit dans les différentes saisons, quand il neige, quand il pleut, tous les jours, il met une photo de son arbre. Donc les gens commencent à suivre le compte de Patrick, du brocoli tree, en ayant eux aussi parfois cette impression, d'avoir une communion, mais avec l'écran interposé avec ce fameux arbre. Donc Patrick publie de plus en plus de photos, son compte est de plus en plus suivi, il fait l'objet d'un écho médiatique, etc. Et puis il devient justement tellement populaire, ce brocoli tree, qui commence à être localisé sur Google Maps. C'est-à-dire que là où c'était sur un petit lac, je le disais, le lac Verter en Suède, un petit peu paumé, là d'un coup, le brocoli tree est identifié, ce qui va attirer donc des gens qui ont donc connu ce brocoli tree avec Instagram, à aller le rencontrer en vrai. Donc il y a de plus en plus de personnes qui vont aller voir le brocoli tree pour le toucher, pour pourquoi pas prendre une feuille porte-bonheur, et puis parfois certaines personnes allaient le soir à côté du brocoli tree. Donc c'est cet arbre qui quelque part était tranquille à côté de son lac va être confronté à une horde de touristes qu'il n'a pas forcément choisi, qui indirectement ont été amenés à travers Patrick, qui lui voulait juste faire quelque part le bien, c'est-à-dire exposer quelque chose qu'il aimait. Et puis un soir, il y avait tellement de personnes qui allaient sur cet arbre qu'ils avaient commencé à le dégrader, et en le dégradant, le brocoli tree, à force, il y avait une branche qui était menaçante et qui menaçait donc de tomber. Donc les autorités ont décidé de le couper. Et là, cette photo, par exemple, vous la verrez jamais sur la photo du The Brocoli Tree, puisque Patrick, le photographe en question, a jamais eu, a priori, le cœur de le publier. Et là, on a quand même l'illustration de quelque chose d'assez marquant, c'est-à-dire que c'est quelque part un peu la pulsion narcissique presque de Patrick qui a causé ces dommages-là, puisqu'il l'a partagé. Il l'a partagé au plus grand nombre, il l'a exposé. En l'exposant, il l'a rendu vulnérable. Et à la fin, cet arbre a été coupé en morceaux. Alors peut-être qu'il a un peu repoussé depuis le temps. Et donc cette réflexion peut aussi être transposée à nos enfants, par exemple. On est peut-être nombreux à mettre nos enfants en photo, à les exposer quand ils sont tout jeunes, alors qu'ils n'ont rien demandé. Et donc ils sont pas en âge d'ailleurs de savoir à 6 ans, 7 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans ce que c'est que les réseaux sociaux, un peu comme cet arbre qui n'avait rien demandé à être publié sur les réseaux. Et donc c'est après la question des enfants, c'est plus la question du consentement et de la trace, c'est-à-dire que toutes les photos qu'on met de nos enfants, même parfois dans des postures pas terribles, en train de manger avec barbouillé de partout de chocolat à 3 ans ou 4 ans, a priori l'internet a toujours une mémoire, c'est très difficile d'effacer des choses. Chaque photo que vous publiez sur un réseau social est une photo que vous donnez, que vous livrez, donc vous cédez les droits. Et donc votre enfant à 18 ans, 16 ans, 15 ans va peut-être pas forcément apprécier que vous, en tant que parent, vous ayez exposé autant d'images de lui qu'il n'a pas forcément choisi sur la toile. Donc l'histoire de la tragédie du brocoli tree, et je trouve est assez symptomatique de notre société aussi numérique des réseaux sociaux. On a cette volonté de s'exposer. Et puis parfois en fait ça nous coûte mentalement, ça nous coûte en dépression. C'est ce qu'on disait la dernière fois, ce que je vous disais tout à l'heure avec les jeunes qui parfois à force de voir des photos qui étaient plus likées de leurs copains peuvent tomber en dépression, parce que en plus sur Instagram on expose toujours le meilleur de soi-même, donc on peut avoir l'impression que notre vie est morose à côté, ou à terme couper ce brocoli. Voilà. Donc ça, c'était l'histoire du brocoli tree. Et je vois sur le chat, effectivement, la campagne suisse pour sensibiliser les jeunes piétons, je l'avais vu. Et il y a eu aussi une campagne française qui était assez intéressante où la personne, en fait, était sur le téléphone portable. Il y avait un panneau d'affichage qui était connecté, qui repérait le téléphone portable et faisait, en fait, un faux bruit de freinage pour obliger les gens à s'arrêter avant de freiner. Voilà. Mais en tout cas, tous ces exemples-là, le couloir de bus dont on parlait tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment assez fort dans l'image. C'est de se dire, mais au lieu de mettre des couloirs de zombies, réfléchissons à nos comportements et levons la tête. Parce que ce qui est intéressant aussi avec ces nouvelles technologies, c'est que vous savez, on est un peu comme la parabole de la grenouille dans l'eau.
Vous savez, hein, une grenouille, si vous la jetez instantanément dans de l'eau bouillante, elle va s'extraire et puis elle va bondir et puis elle va survivre. Par contre, si vous mettez une grenouille dans une eau tiède, elle y rentre, et puis que vous montez la température progressivement, degré par degré, elle va finir par s'engourdir, à plus avoir la force de sortir et puis succomber. Et de temps en temps, on peut avoir cette impression qu'on est aussi cette petite grenouille dans un bain bouillonnant numérique où on nous propose des outils, ça nous endort, on les accepte, et puis à un moment donné, il sera trop tard pour se réveiller. Par exemple, dans ce genre-là, parce que je vous avais dit tout à l'heure que la société du sans contact et des réseaux sociaux, c'était aussi la société de la surveillance et de la trace. Vous imaginez quand même, si je vous avais dit il y a quelques années, vous allez avoir un micro qui va être ouvert 24 heures sur 24 chez vous, dans votre espace intime, dans votre espace privé, dans votre maison, qui va enregistrer, quasiment toutes vos conversations, vos données, et vous allez accepter de mettre ce micro à l'intérieur de votre maison pour pouvoir commander les stores à distance ou allumer la télévision à distance ou demander la météo sans regarder sur Google ou demander quel est le président de la République française. Vous ne m'aurez sans doute pas cru et pourtant c'est ce qu'on est en train de faire puisque ce fameux micro, ce sont les assistants vocaux comme Alexa, comme Siri qui sont des machines qui par définition sont des machines qui enregistrent constamment pour pouvoir être alertés quand on dit Alexa ceci, Alexa cela, ça veut bien dire qu'il y a une veille permanente. Il y a beaucoup d'articles, vous pourrez le voir aussi dans le livre si vous allez acheter sur Amazon, je rigole, si vous allez réussir à l'avoir sur quelques librairies ou à l'étranger sur d'autres services. Qui ont révélé évidemment que ces assistants vocaux, pour pouvoir être plus performants, enregistrés au hasard de manière aléatoire dans les différents foyers pour pouvoir s'entraîner. Donc, on a accepté l'idée d'avoir justement cet outil constamment. Autre petite expérience qu'on peut faire dans l'acceptation, c'est ce fameux iPhone. J'y reviens, mais il faut savoir aussi que c'est une forme de bracelet électronique quand même, ce téléphone portable. D'ailleurs, je vais vous proposer une expérience. Qui a un iPhone ? Est-ce que je peux avoir qui a un iPhone là ? Vous êtes une petite centaine. Qui dispose d'un iPhone ? Ceux qui disposent d'un iPhone, je peux leur faire une petite expérience. Donc j'attends juste vos réponses sur le chat. Oui, moi. Bon, super. Oui, voilà. Ça fait du bien d'ailleurs de vous voir un petit peu parler parce que ça fait 40 minutes que je parle tout seul là. Ça fait plaisir. Super. Alors, il faut que je m'en rappelle, mais je vais m'en rappeler. Donc prenez votre iPhone en main. Bon, les autres, regardez, ça doit exister chez les autres, mais moi je le connais sur l'iPhone. Prenez celui-là. Vous allez sur confidentialité. Donc tout le monde y est. Donc vous allez dans les réglages, Vous allez dans les réglages. On va faire ça vite pour ceux qui n'ont pas d'iPhone, vous inquiétez pas. Vous allez dans les réglages et vous allez dans confidentialité. Vous cliquez sur confidentialité. D'accord ? Jusque-là, j'imagine que vous y êtes. Confidentialité. Ensuite, vous allez dans service de localisation. Service de localisation. Vous me dites quand vous y êtes à peu près, des petits oui, des petits trucs comme ça. Oui, super. Ensuite, service système. Là, vous allez voir, c'est tout en bas. Il y a météo, plan, rappel, machin, service système. Là, vous faites service système. Et à la toute fin de service système, vers la fin de service système, quand vous allez voir, vous avez lieu important. C'est après suggestion selon lieu, vous avez lieu important. Voilà. Et là, lieu important, c'est aussi dans le ouais, super. Lieu important, vous cliquez sur lieu important. Donc là, normalement, on vous demande votre code. Donc vous le faites. Et là, logiquement, vous découvrez, une fois que vous êtes allé dans le lieu important, votre historique. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vois Montrouge, c'est en banlieue parisienne, 63 avenue de Verdier, 16h12, arrivé après un trajet de 24 minutes en voiture, départ 16h18, et j'y suis revenu le 15 janvier à 10h38, jusqu'à 11h41, après un trajet de 26 minutes en voiture. C'est-à-dire que dans le lieu important, dans votre système, vous avez toute votre historique de déplacement, comme vous le voyez, à la minute près. C'est-à-dire parfois, on peut même vous dire, vous êtes allé à pied, vous êtes allé en voiture, à quel moment vous êtes arrivé, à quel moment vous êtes parti. Et là, vous avez un énorme historique de tous vos déplacements. Donc ça, vous l'avez déjà par défaut. C'est-à-dire que, a priori, pour pouvoir le désactiver, faut le désactiver. Sinon, il était déjà activé. Donc là, je vois qu'il y a certaines personnes qui viennent de s'en rendre compte. Donc, alors, faut pas non plus tomber dans les théories du complot, mais ce que je viens de vous faire comme démonstration, ça veut pas dire que toutes ces données-là sont forcément transmises. Ça veut dire que Apple a accès à ces données précises de déplacement, de localisation de votre téléphone portable
Officiellement, c'est pour améliorer plan, c'est pour améliorer l'application photo au moment important, mais en fait, c'est aussi des données dont on ne sait pas tellement comment elles sont utilisées et peuvent tout à fait être transmises, analysées, etc. Ce qu'on sait aussi, c'est que les data brokers peuvent utiliser ces données-là pour les revendre, pour connaître vos itinéraires de déplacement d'un grand nombre de personnes et adapter une publicité ciblée, etc. Ou alors tout simplement faire des enquêtes sur vous. Donc là, on a vraiment la démonstration que cet iPhone, en plus Apple, pour ceux qui sont comme Patricia le disait, moi j'ai travaillé 10 ans à Culture Club, donc pour moi Apple c'est aussi la publicité 1984, la fameuse de publicité de l'arrivée du Macintosh, où justement on a une sorte de Big Brother qui est représenté par le PC et le Mac est ce résistant qui va nous libérer du joug du dictateur. Et quand on voit qu'aujourd'hui Apple fonctionne un peu comme un dictateur, enfin comme un mouchoir de poche, c'est-à-dire qu'on l'a en main, il nous piste, on y passe des applications qui exploitent nos données, c'est un système qui est assez fermé. On se rend compte effectivement que on a un peu le fameux Big Brother qui a un petit peu changé de camp. Et là, ce qui est intéressant, c'est que bon là vous le découvrez pour certains, d'autres le savent, et puis même on a tous en tête cette idée qu'on est un peu surveillé, un peu tracé, puis on se dit j'ai rien à cacher, puis c'est pas grave. Mais ce qui est assez fascinant, c'est effectivement notre servitude volontaire. C'est-à-dire que le bénéfice à court terme que nous procure en fait l'usage de tous ces outils, comme je vous disais, le GPS, avoir accès instantanément à ces données, etc., nous paraît en fait supérieur à la menace à moyen, à long terme que cet outil peut avoir sur nous. Donc on s'y prête, on le sait, mais on se dit c'est pas grave, après tout, ça fonctionne comme ça. Mais ça pose quand même des problèmes très très important sur la manière dont on cède notre vie privée. C'est Roland Barthes qui disait que la vie privée, c'était finalement cette zone où il n'y avait pas d'image de soi ou d'image de soi-même. Aujourd'hui, il y a des images partout. C'est-à-dire qu'on a des images de nous à chaque moment. On en a dans la rue avec les caméras de visioconférence, on en a sur les réseaux sociaux parce que de nous-mêmes, on la livre spontanément ou on regarde celle des autres. On est toujours dans un paradoxe d'être à la fois voyeur et puis à la fois mini-exhibitionniste, on va dire. Et puis maintenant, on l'a aussi parce qu'on met des micros à l'intérieur de notre maison. Je vous en parlais tout à l'heure des assistants vocaux, ou alors tout simplement ce téléphone portable. Et pourquoi, en fait, quels sacrifices on fait de notre vie privée pour obtenir des outils qui, soi-disant, nous offrent des raccourcis, nous permettent de gagner du temps, d'être livrés à domicile pour manger, de pas aller à la librairie pour acheter la société du sans contact et passer par Amazon parce qu'on se dit que c'est plus pratique, etc. Mais tout ce temps qu'on croit gagner, quelque part, on le réinvestit, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les écrans, sur les réseaux sociaux, sur le bol sans fond, donc le temps qu'on pense gagner, on le redonne et peut-être même parfois plus à cette industrie-là. Donc c'est vraiment une industrie de la capitalisation par l'attention, de la capitalisation par la surveillance, pour reprendre un titre d'essai célèbre. Donc il faut quand même avoir à distance et mettre à distance une fois ces outils et surtout les avoir à l'esprit. Alors je vais repartir sur mon petit truc. Tac. Donc ça, c'est le télétravail, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et parce que là, je vois que le temps passe, et puis j'aimerais peut-être écouter vos questions. Et d'ailleurs, il y en a déjà. Bon, alors, je vais juste terminer sur une dernière idée, sur deux dernières idées qui me semblent importantes, puisque on a fait un petit tour d'horizon, on est d'accord, hein, on a fait les réseaux sociaux, la sociabilité, le travail, le télétravail, l'amour, et donc la surveillance qui était liée aux réseaux sociaux, et donc maintenant, on va forcément s'intéresser un peu à la mort. Là, c'est une autre histoire aussi que je peux vous raconter. C'est l'histoire de James Vlahos, qui est journaliste américain. Son père, malheureusement, est atteint d'un cancer du poumon. On sait que son père est condamné. Donc, il décide, comme beaucoup de fils ont pu le faire, ou de filles d'ailleurs, d'enfants, de se dire, tiens, c'est peut-être un des derniers moments pour recueillir les propos, la parole, l'histoire de mon père. Donc, il se lance dans une quête de mémoire, c'est-à-dire qu'il va interroger son père sur sa vie, ses origines grecques, comment il a émigré justement en Californie. Donc, il commence à noter tout ça, toute la vie de son père sur des grands cahiers, il fait des enregistrements, etc. Et puis l'homme était un petit peu ingénieur, programmateur, féru d'informatique, et puis il se dit, attends, c'est un peu con parce que toutes ces données-là, certes, ça fait des livres, mais je pourrais peut-être en faire autre chose, je pourrais peut-être essayer d'en faire un chatbot. Alors le chatbot, j'imagine que vous savez ce que c'est un robot conversationnel. En gros, Siri est une sorte de robot conversationnel. Lorsque sur Facebook, parfois, on a des petits chatbots comme ça, on peut discuter à un robot qui va nous donner des réponses automatiques. Et puis, il décide donc comme ça d'enregistrer tout sur une machine, la vie, les données de son père. Donc c'est une machine en machine learning avec une intelligence artificielle qui fait que
le vocabulaire, le vocable de son père qui est très spécifique va être intégré, va être ancré. Ça va devenir donc un robot qui va être un peu à l'image de son père. Même les audios, les petites chansons qu'il avait enregistrées de son père, il va les mettre à l'intérieur de son robot. Et surtout, il va faire parler son père avec le dadbot parce que son père est toujours vivant. Donc du coup, hop, son père va commencer à parler avec le dadbot en disant voilà, quel est ton meilleur souvenir? Moi, le souvenir, c'était vraiment au théâtre quand j'avais 7 ans avec ma famille. Je me rappelle, c'était Varsovie, etc. Et donc, il va quelque part entraîner de son vivant ce dadbot pour avoir encore plus d'informations sur son père robot. Et puis, ce qui arrive, évidemment, la fatalité, son père finit par mourir, et le dadbot, bien sûr, lui survit. Et aujourd'hui, on a James Vlaamos qui discute chaque jour avec son père, qui tous les jours va reprendre son vocable, alors genre salut mon grand triste, comment tu vas aujourd'hui, qui était son petit surnom, et il a l'impression de parler véritablement à son père, puisque il peut communiquer tous les jours, puisqu'il a quand même engendré quand même des milliers de données. Donc évidemment, James il est pas fou, c'est-à-dire qu'il sait que c'est un robot, mais comme on peut être tous pris parfois par une peine terrible de voir l'un de nous, nos proches emportés par la mort, qu'on a envie à un moment donné de croire que ce robot dispose d'une certaine âme et un peu d'âme de son père. Et puis donc après derrière lui, on a fait justement un commerce de développer ces dadbots pour les autres. Et puis on a une histoire un peu similaire en Russie qui s'appelle Replika. En fait, de votre vivant, vous prenez les devants sur votre futur mort et puis vous entraînez justement un dadbot en disant ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vous lui confiez vos choses les plus intimes, etc. pour que le jour où vous allez disparaître, eh bien vous ayez votre réplica, votre avatar qui lui continue à converser avec vos proches. Alors, on peut croire que là, que c'est des épiphénomènes, que c'est un truc un peu fou de pouvoir parler avec un robot, mais ça part d'une véritable tendance. C'est-à-dire que, encore une fois là, ça va exploiter une faille humaine qui est qu'on adore se raconter des histoires. Et quand on est plongé dans une forme de solitude ou de détresse ou de souffrance, eh ben on a envie de se raccrocher à ça. Autre petit exemple, mais qui va dans cette même idée de machine conversationnelle, c'est Memory Lane, qui est utilisé en Suède pour les personnes âgées qui sont donc isolées dans les EHPAD ou autres, qui n'ont pas forcément de famille, en tout cas peut-être qu'ils en ont une, mais c'est une famille qui est plutôt absente. Memory Lane, c'est pareil, c'est un assistant vocal qui va demander à la personne âgée raconte-moi ta vie, où est-ce que tu es allé à l'école, quelle était ta couleur préférée, ton plus beau voyage, raconte-moi ton mariage. Bon. Tout ça, la machine l'enregistre, le comprend. Chaque jour qui passe, elle devient de plus en plus performante. Et surtout, la personne âgée qui converse avec cette machine a, je vous le disais, à un moment donné, l'impression de parler avec une vraie personne. Ça a été un effet ELISA, ça a été aussi théorisé dans les années 70, c'est-à-dire que le cerveau a envie de se raconter des histoires, a envie de croire qu'il y a quelqu'un auprès de soi qui peut nous parler. Surtout, encore une fois, quand on est dans une période de solitude. Mais cette solitude, elle touche pas que les personnes âgées, elle touche aussi les célibataires, on a parlé tout à l'heure, et puis elle peut toucher aussi les enfants. Les enfants qui font face à des parents soit débordés, soit des parents absents, et qui vont commencer à réciter leur table de multiplication sur des assistants vocaux, qui vont leur faire la leçon, qui vont leur apprendre la politesse, Donc, les machines conversationnelles, là, je vous mets en alerte là-dessus, c'est un véritable danger. C'est-à-dire que moi, je suis sûr que dans 5, 6, 7 ans, ça sera pas une dépendance à notre téléphone portable qui sera forte, ça sera une dépendance à ces machines conversationnelles, ces robots qui sont dans l'anthropomorphisme très fort. C'est-à-dire que on dit robot, mais en fait, c'est une voix. Vous avez déjà entendu Siri, etc. C'est une voix humaine. La voix, c'est quelque chose de différent. On a l'impression véritablement de parler à quelqu'un. Ça va devenir de plus en plus performant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces robots sont taillés à notre image. À notre image. C'est-à-dire qu'on a l'impression de parler à soi-même. On sera jamais confronté à une forme de contradiction. Notre ami avec son dadbot, lui, il va jamais être contredit par son père, puisque son père, c'est un peu lui qui l'a programmé. Donc son père va jamais véritablement l'engueuler. Lorsque vous êtes aussi, comme au Japon, je n'ai pas eu le temps de le développer, mais encore une fois c'est dans le livre, avec des histoires d'amour qui peuvent être vécues par des machines conversationnelles, ça rappelle aussi le film Her, que vous avez peut-être vu avec Joaquin Phoenix. Eh bien, on est dans cette même idée, c'est-à-dire que on est face à quelqu'un qui nous ressemble, qui est à notre image, en fait, on est face à soi-même, sauf qu'on a l'impression que c'est l'autre, qui va jamais nous mettre en danger, et donc du coup, qui va nous radicaliser dans nos convictions. Et qui va faire qu'on aura encore plus de mal après à échanger avec une vraie conversation d'un vrai humain qui sera capable de nous dire qu'on délire, que là on va pas bien, bref, qui va rentrer en contradiction. Vous savez, là c'est
tous les effets bulles, les effets filtres qui ont été beaucoup théorisés sur les réseaux sociaux. Avec notre fil d'actualité Facebook, on a une réalité qui est à notre image, qui fait que chacun a l'impression de vivre dans un monde différent. C'est Donald Trump, on sait quelque chose, mais on a l'impression que le monde est taillé à notre image, que c'est un miroir. Et là, ça peut devenir très dangereux lorsqu'on a une grande partie de la population, des enfants, des célibataires, des personnes âgées, qui souffrent de solitude et d'isolement. Je vous le disais, de toute façon, plus on est derrière un écran, moins on est avec les autres. Donc tout ça, quelque part, est un système qui se nourrit les uns avec les autres. Du coup, on a tendance à bien se livrer notre temps, notre attention à une machine dont on a l'impression qu'elle est humaine et qu'elle ressent des émotions. Du moins, c'est ce que les concepteurs nous promettent. Et on livre encore plus de données. En livrant encore plus de données, ces machines nous satisfont encore davantage. Et on finit par vivre dans une société du sans contact. C'est-à-dire qu'on finit par vivre avec une machine, avec un robot, en oubliant les gens qui nous sont proches. Alors, ça fait très futuriste. Ça fait, oui, je vois Black Mirror exactement. D'ailleurs, vous avez beaucoup parlé de Black Mirror. Il y a une phrase intéressante de Charlie Brooker, qui est l'auteur et le concepteur de Black Mirror, qui a dit « Je vais arrêter de concevoir des épisodes car la réalité est devenue trop déprimante ». Donc Black Mirror, c'était ça. Black Mirror, c'était une série qui imaginait un futur à court terme. Mais aujourd'hui, il semble avoir été complètement dépassé par la situation. Et lui-même dit « Je vais arrêter de faire des épisodes parce que je crois que la réalité est déjà devenue plus forte ». Le temps file, j'ai plein d'exemples à vous raconter, j'aurais 1000 des anecdotes pour vous rendre compte que Black Mirror existe déjà vraiment. Et encore une fois, si vous achetez le livre, vous verrez qu'il y a plein d'histoires qui sont réelles et qui montrent qu'on est déjà dans Black Mirror. Mais quand j'ai vu que même lui dit « je vais arrêter de faire des épisodes, c'est devenu trop déprimant », ça peut quand même nous faire réfléchir et nous alerter. Bref, tout ça pour dire que les machines conversationnelles, vous verrez, elles s'en servent de plus en plus dans notre quotidien, elles sont chez nous, on peut devenir dépendant. Et c'est une vraie question de pouvoir se dire que ça reste qu'un robot. C'est-à-dire que justement, parfois il y a des enfants, notamment aux États-Unis, qui apprennent la politesse avec ces machines conversationnelles, qui disent « Bravo Benoît, tu as bien dit merci, bonjour, tu as le droit à un point ». Mais en fait, on ne dit pas merci ni bonjour à un aspirateur. Donc une machine conversationnelle, c'est pareil, c'est un aspirateur en vrai. C'est pas une machine complexe, robot. Faut pas qu'on nous fasse croire ça. Et dernier point que j'aimerais évoquer avec vous. Alors ça, ça, je vous conseille de voir ça. Là, je pense qu'on n'aura pas le temps de le. Allez, est-ce qu'on aura le temps de le voir? Je vous montre les premières images. Donc ça, en 2 secondes, c'est la même idée, c'est-à-dire que c'est comment on essaye de faire en sorte de dépasser la mort avec les nouvelles technologies. Là, on est en Corée du Sud, donc il y a un pays qui est très très développé avec les nouvelles technologies, qui a un rapport aussi aux robots et à la robotique complètement différent d'une autre, un peu comme au Japon, c'est-à-dire que les Japonais, comme certains Coréens, peuvent considérer que dans les robots, il y a une sorte d'âme, d'esprit, comme dans tout objet d'ailleurs. Donc c'est un peu moins comme chez nous, enfin je dis chez nous en France, puisque vous êtes du monde entier. Et cette femme-là a perdu sa fille, qui était toute jeune, qui avait 7 ans. C'est une mère qu'on voit de dos, qui avait 7 ans. Et puis elle a donné toutes les données, toutes les photos, toutes les images à des concepteurs qui ont essayé en réalité virtuelle de recréer sa fille. Alors je vous montre ça 2 minutes et à tout de suite. Vous allez bien, hein? On fait la vidéo, vous êtes d'accord? Là, j'ai un peu d'interactivité. Oui, allez, c'est parti. Tac. 엄마 어디 있었어? 엄마 내 생각했어? 맨날 해. 나는 엄마 많이 보고 싶었어. 엄마도 너 보고 싶었어. Complètement. Je disais juste que j'arrêtais la vidéo parce que je crois que vous aviez compris à peu près ce qui était en train de se passer, et ça m'interroge justement sur ce qu'on pourrait tous se faire à sa place. C'est-à-dire que si on a perdu un enfant, perdre quelqu'un de cher, un mari, une femme, un parent de manière assez dramatique, et qu'on nous proposait l'illusion justement de pouvoir recréer cette présence, je suis pas sûr qu'on serait pas nombreux justement à plonger dans ce piège-là qui quelque part est dans l'illusion de la présence. Quand je dis que c'est un piège, c'est parce qu'on sait très bien que le deuil
les étapes du deuil, justement, l'une des étapes, c'est l'acceptation. L'acceptation que la personne, malheureusement, est partie et ne reviendra pas. Et c'est grâce à cette acceptation qui prend du temps. Au début, il y a le refus, la résignation, l'acceptation, qu'on arrive à se reconstruire. Mais le problème de ce deadbot, le problème de, là, en Corée du Sud, de cette fille de 7 ans, qui, quand on voit les images vraiment de la fille de 7 ans, on lui ressemble comme deux gouttes d'eau. En plus, pas eu le temps de développer, mais là où elle va fêter son anniversaire, c'est un endroit où traditionnellement, ils allaient ensemble dans le même parc, passer des moments, etc. On peut pas accepter. On a l'impression que la personne n'est pas morte, n'est pas partie, et qu'elle est toujours là. On voit aussi, parenthèse aussi pour vous montrer que c'est pas que en Corée du Sud avec des ingénieurs fous, c'est aussi Facebook. Facebook qui depuis quelque temps a mis en place des profils d'êtres disparus qui deviennent des communions, qui deviennent en fait des pierres tombales moderne. On sait qu'en 2050, il y aura plus de profils de personnes décédées que de personnes vivantes sur Facebook, et l'entreprise réfléchit déjà à comment en faire un commerce, comment justement ces outils, ces comptes peuvent pas être alimentés, et au lieu de se déplacer pour aller poser une germe, on va aller sur un compte Facebook pour pouvoir mettre une vidéo, un like, etc. Et puis pourquoi pas imaginer aussi, en tant que nous, utilisateurs de Facebook, ne pas mettre déjà dès maintenant des petits mots qui seront diffusés post-mortem, des vidéos, enfin tout est à imaginer. C'est un marché colossal, le marché de la numérisation entre guillemets de la mort. C'est assez, ça fait froid dans le dos. Bref, voilà, ça c'était pour les deux exemples. Attention, voilà. Et donc, dernière idée justement parce que pour la norme, mais qui me paraît aussi importante, c'est l'idée du transhumanisme. Donc là, j'ai pas besoin de ma petite visuelle, je vais essayer de vous le synthétiser en quelques minutes avant d'accueillir vos questions. Quand j'ai fait cette enquête de la Cité du sans contact, je me suis aussi rendu compte que finalement déjà quelque chose de simple, c'est-à-dire que les GAFAM, c'est Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, etc. Elles sont finalement que 5-6 entreprises, alors il y a des entreprises chinoises aussi, qui sont toutes dirigées par des hommes, déjà, toutes, par des hommes à peu près du même âge, c'est-à-dire entre 30 et 40 ans, tous blancs. Donc on est vraiment dans une catégorie sociale qui est très très proche, et que ces gens-là quand même nous gouvernent, dominent le monde de manière colossale. Je ne vais pas y revenir. C'est-à-dire que on a l'impression que rarement dans l'humanité on a laissé les clés quelque part de notre société à ces architectes de la Silicon Valley qui sont très peu nombreux et qui se ressemblent. Et ils se ressemblent d'autant plus qu'on a l'impression qu'ils sont en concurrence, mais en fait ils sont presque tous adeptes du transhumanisme et de la philosophie libertarienne. Donc transhumanisme, c'est cette volonté de croire que l'individu peut survivre à son enveloppe corporelle qui par définition se dégrade de jour en jour. Et là on est dans toutes ces idées de l'homme augmenté. Donc là c'est Elon Musk par exemple qui est en train d'investir beaucoup d'argent sur le transfert des souvenirs, c'est-à-dire faire en sorte que mes souvenirs là qui sont dans mon cerveau deviennent des données que je vais pouvoir mettre dans un avatar, que je vais pouvoir mettre sur un disque dur par exemple, et que ces disques durs puissent ensuite devenir un avatar quel qu'il soit un peu à l'image de la réalité virtuelle qu'on vient de voir avec la petite fille de 7 ans qui pourrait tout à fait être une personne qui pourrait se nourrir de données préexistantes, ce qui est en partie le cas, soit pourquoi pas un robot ou autre. Mais c'est cette idée de transférer les souvenirs. Le transhumanisme, on voit aussi que Google, depuis le début, travaille sur les données de santé pour essayer de faire en sorte que les gens vivent le plus longtemps possible, voire même à hybrider, qu'il y ait une hybridation entre les outils technologiques et les outils humains. Quelque part, les lunettes connectées, peut-être demain les lunettes connectées, les lentilles connectées que développe Facebook, c'est cette idée-là, c'est-à-dire de fusionner vraiment la technologie avec l'homme pour repousser de plus en plus les limites. Mais est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes lorsqu'on deviendra mi-homme, mi-machine, entre guillemets? Ou alors tout simplement devenir un avatar vivant dans un cyberespace ad vitam aeternam. Donc ils sont tous omnubilés par leur propre mort, ce qui est le cas d'ailleurs de beaucoup de gens, mais eux, comme ils sont des multimilliardaires et animés d'une volonté démiurgique, il y a cette idée de dire qu'ils vont pouvoir dépasser la mort, ils vont pouvoir euthanasier la mort selon leur formule. Et autre philosophie dans laquelle ils sont tous très présents, c'est la philosophie libertarienne. Ça va un peu ensemble. Ça, c'est Peter Thiel, notamment, le fondateur de PayPal, premier actionnaire de Facebook, aujourd'hui dirigeant de Palantir, qui exploite nos données personnelles pour le compte justement des services secrets. C'est une entreprise de sécurité, en fait, qui travaille d'ailleurs avec les services secrets français. Ça ferait l'objet d'un autre débat. C'est dans le livre une nouvelle fois. Eux, ils sont libertariens. Libertariens, c'est cette idée de l'individualisme à tout craint. C'est-à-dire que, quelque part, l'individu doit être libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, jouir de son corps comme il l'entend, et que l'État est finalement un État-providence un peu castrateur, trop régulateur, et qu'il faudrait une liberté d'entreprendre totale, pleine et entière. Et c'est aussi une philosophie qui rentre un peu en contradiction avec le modèle démocratique,
en se disant que tout le monde ne devrait pas être finalement capable de pouvoir décider, de pouvoir voter, et que ce vote pourrait être l'objet d'une élite de gens technocrates qui sont experts dans certains domaines. Et les libertariens sont vraiment dans une volonté aussi de choisir leur mouvement migratoire, de choisir leur monnaie et d'avoir leur propre terre. Et quand on réfléchit à ce qu'est en train de vivre, on est assez proche de la philosophie libertarienne. Si on prend justement le cas de PayPal, qui a été inventé, donc cofondé par Peter Thiel. PayPal, c'est une monnaie. Justement, la monnaie, c'est ce qui jusque-là nous distinguait de notre, ce qui faisait partie de notre identité culturelle. Là, par exemple, il y a beaucoup de pays empruntés. Pour certains, vous avez l'euro. Pour d'autres, vous avez votre monnaie. Chacun a sa monnaie. Chacun a son histoire. PayPal, c'est finalement une manière de s'affranchir de la souveraineté des États, de battre monnaie. C'est-à-dire que tout le monde a la même monnaie. Donc c'est une forme d'abolition aussi d'une distinction identitaire, d'une distinction culturelle. Même quand on réfléchit, Netflix, c'est un peu ça. Netflix, c'est on n'a plus chacun à sa télé, etc. Non, on a un cinéma mondial qui va un petit peu s'adapter grâce aux algorithmes, aux suggestions en fonction de la participation territoriale, mais c'est la télé, quoi. Netflix. Facebook, 2,7 milliards d'utilisateurs sur la planète. Là, je pense que tout le monde est sur Facebook dans ces 115 personnes, et même ceux qui ne le sont pas, ils ne le savent pas, mais ils le sont, parce que certains amis à eux le sont, donc il y a leur donner. Ça fera l'objet d'une autre question. C'est aussi l'amitié, la sociabilité mondiale. Donc, vous voyez, on est dans une forme d'universalisme qui fait que on abolit les frontières et qu'on essaye de reconfigurer une forme de société. Et les libertariens, il y a aussi quelque chose d'assez commun à travers tous ces hommes-là, c'est-à-dire Elon Musk, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, c'est qu'ils sont tous engagés aussi vers la conquête spatiale. La Lune, Mars, etc. Donc c'est pas juste des délires de milliardaires. Il y a une volonté derrière. Cette volonté, c'est d'avoir une terre autre que la Terre pour pouvoir créer sa propre ville. Parce que ce qu'ils n'ont pas pour l'instant, c'est une terre. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant quand même un peu assujettis aux règles et à la juridiction des pays dans lesquels ils opèrent. Même si vous remarquez qu'ils arrivent à s'en affranchir d'un point de vue fiscal. Hein. On a beau s'appeler Google, on paye pas d'impôts en France ou dans tout autre pays parce qu'on arrive à s'en affranchir. Donc il y avait déjà cette manière de dire je fais un peu ce que je veux avec la loi. Mais il leur manque quand même une terre. Et ben cette terre, ça peut être justement Mars. Alors ça paraît complètement dingue de dire ça, mais Elon Musk en premier, donc Elon Musk, un fondateur de Tesla, de SpaceX, etc., grand fidèle de Peter Thiel dont je vous parlais tout à l'heure, qui est libertarien, a dit moi si j'arrive à mettre un pied sur Mars en premier, j'impose ma propre juridiction. Donc il y a vraiment cette philosophie d'aller conquérir une terre pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce modèle, qui, quelque part, porte en lui tout ce qu'on a un peu évoqué depuis le début de cette conférence. Donc, il faut juste aussi avoir ça en mémoire, c'est que la conquête spatiale, c'est pas juste un délire de milliardaires qui a de l'argent à perdre. Genre, ces gens-là n'ont pas d'argent à perdre. Hein. Tout ce qu'ils investissent a un intérêt. Hein. C'est cette volonté d'avoir sa propre terre pour concevoir son propre monde, qui pourrait donc s'appeler la société du sans contact. Voilà. Je pense que maintenant, c'est à moi de vous écouter. On est dans les timings, non? À peu près. Oui. Alors oui, on a beaucoup de questions là qui sont arrivées depuis le début de la conférence. Et oui, on est dans les timings. Alors, je vais prendre la première question. Donc, c'est Didier Rolls qui écrit de France. Dans ce contexte de dématérialisation à outrance, peut-on considérer que le papier devient encore plus un moyen de rester en contact physique avec ses proches au travers d'une carte postale, carte de vœux, gazette papier, même à distance, tant que la poste fonctionne? Ce que je vous propose, Patricia, c'est de prendre deux, trois questions de suite et de répondre d'accord. D'accord. Alors, une autre donc qui nous vient du Maroc, qui a été écrit par Khadija Benadi. Alors, serait-on la dernière génération de contacts? Et une autre question de Khadija. Maintenant que la société sans contact est lancée, comment, à votre avis, ralentir cette avancée? Ok, super. Alors, qui a posé la troisième question? J'ai pas retenu le prénom. Didier. C'est Didier toujours? Ouais. C'est le même Didier. Ok. Juste sur la question du papier, il y a quelque chose de très intéressant avec le papier, parce que justement le papier est un objet, une matière qui marque le temps. C'est-à-dire qu'on peut voir avec le papier le temps qui passe. C'est-à-dire que quand vous avez un papier blanc, lorsqu'il vieillit, c'est un papier qui jaunit.
Pareil, une photo qui jaunit. On a tous eu à un moment donné cette sensation de redécouvrir une photo dans un grenier. On se rend compte que c'est une vieille photo de famille, elle a jauni. Quand on est justement dans le numérique, le papier, c'est quoi? C'est un document Word d'un blanc éclatant et qui sera toujours aussi blanc dans 50 ans. C'est-à-dire que justement, le numérique abolit aussi la notion d'aspérité, la notion de vieillissement. Les photos numériques ne vieillissent pas. C'est des fichiers numériques. Elles ne portent pas en elles la marque du temps. Et ça revient avec ce que je vous disais à l'instant sur le transhumanisme. Cette idée de casser la mort, mais de casser aussi tous les symptômes de la mort, donc du temps qui passe. Donc le papier, moi je suis un fan de papier, j'ai toujours un petit carnet sur moi. J'adore ça, j'adore le papier jauni parce que le papier, il porte en lui une époque, un instant, un moment, une odeur, une couleur. Et donc, si on abolit justement tous ces signaux-là pour vivre qu'à travers des documents Word d'un blanc éclatant, on perd une partie de notre histoire et donc une partie de notre humanité. Vous avez bien compris que c'était la thèse de ce livre, c'est de voir que notre humanité est en péril. Donc oui, préserver le papier, continuer à l'entretenir, ça peut faire partie des actes de résistance. Et pour mixer les deux autres questions sur la génération, c'est vrai qu'on peut avoir cette impression que alors après c'est toujours compliqué sur les générations, on a toujours l'impression que la génération qui suit est en train d'être toujours c'est le fameux c'était mieux avant, etc. On imagine toujours le pire pour les générations qui arrivent. Or elles ont des capacités de résistance, d'invention, mais c'est vrai que pour justement lutter contre cette société du sans contact et pour pas être justement cette dernière génération de gens qui avons grandi aussi sans les outils numériques. C'est-à-dire que nous, on est comme la génération, on n'est pas né avec justement un iPhone, on l'a découvert un peu tardivement. Aujourd'hui, les gens naissent avec un iPhone, c'est un rapport complètement différent au monde. Il y a aussi des choses positives de ces nouveaux outils. Bon, ça, on va dire que je fais l'impasse dessus parce que ça paraît évident. Donc tout ça, justement, une des réponses, une des actes de résistance, ça passe par l'éducation aux médias, je pense, et l'éducation au numérique. C'est-à-dire justement pas se dire que sous prétexte que ces jeunes générations sont nées avec des téléphones portables et qu'on les appelle les digital natives, ils ou elles savent s'en servir. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, mais même si ces jeunes générations savent naviguer sur TikTok, Snapchat, Facebook comme personne, quand vous leur demande tout simplement de faire une recherche d'informations sur Google pour savoir un élément basique de il y a une tempête, à quel moment elle s'est déclenchée, combien de temps elle a duré, combien de temps elle a fait, on voit que ces gens sont un peu perdus parce qu'ils ont du mal à retrouver l'information, la source, la vérité, la crédibilité, etc. Donc en fait, il faut vraiment passer par l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut justement se dire qu'il faut éduquer ces jeunes générations au risque du numérique et à savoir les dompter. C'est-à-dire ne pas en être esclave. L'idée, c'est qu'on soit tous un peu maîtres de ces nouvelles technologies et pas esclaves. Quand on est esclave, c'est ce dont j'ai parlé pendant cette conférence, c'est qu'on en vient à perdre notre libre arbitre, à se laisser guider, à se laisser emporter, à donner une partie de notre intimité, de notre liberté. Donc, il faut les reconquérir. Donc, moi, je suis vraiment pas pour dire les bannir, c'est-à-dire de dire, voilà, tu touches plus à un téléphone portable, on peut les limiter dans le temps, évidemment. Il y a des moments qui doivent être réservés hors écran, mais surtout à apprendre comment ça marche. Et vous savez, il y a tout eu un phénomène médiatique où on disait que les enfants de la Silicon Valley allaient dans des écoles déconnectées. Alors c'est vrai, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a bien une école déconnectée qui existe, c'est le Waldorf Astoria, je crois. Mais surtout, les enfants de la Silicon Valley apprennent à coder, apprennent à fabriquer des robots, apprennent à coder un site internet. Donc en fait, on doit être dans ce double mouvement, c'est-à-dire les mettre un peu à distance pour pas qu'elles ravagent toute notre vie, et en même temps apprendre à savoir s'en servir. Et c'est lorsqu'on saura peut-être potentiellement fabriquer un mini chatbot ou robot conversationnel qu'on comprendra que c'est qu'un chatbot et que c'est pas un robot qui se dit ressentir des émotions et tomber dans le leurre d'une fausse humanité. Voilà, pour répondre un peu à ces questions-là. Très bien. Alors une autre donc de Bruno Daval. Alors sa question, les techniques de temps de cerveau disponibles sont certes surexploitées par les réseaux sociaux, mais la télévision depuis les années 2000 ne cherche-t-elle pas à faire de même ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le temps de cerveau disponible, d'ailleurs, c'est une phrase de Patrick Lelay, l'ancien directeur de TF1, qui disait qu'il vendait aux annonceurs un temps de cerveau disponible. Donc, le modèle économique, de toute façon, des médias classiques, ça reste proposer un contenu, capter une attention, profiter de cette attention pour passer une publicité avant, pendant, après. Et c'est comme ça que la télévision privée, que la radio privée et que la presse écrite vivent. On est d'accord. Sauf qu'il y a quand même une différence d'échelle et d'accélération. C'est-à-dire que la publicité qui passait, par exemple, sur une chaîne de télévision, c'était la publicité qui passait à un instant T, qui durait
8 minutes en l'occurrence, c'est pour ça qu'on parle de format de 52 minutes, le documentaire, parce qu'il y avait 8 minutes de publicité par heure, ça durait 8 minutes, et surtout tout le monde la voyait en même temps. Donc la publicité même sur la télévision était l'objet d'une communion. D'ailleurs, là vous parlez à quelqu'un qui travaille 10 ans à Culture Pub, donc on sait bien à quel point la publicité pouvait être aussi un objet culturel qu'il fallait certes décrypter, d'où les émissions comme la nôtre à l'époque, pour pouvoir analyser les stratégies, mais en même temps, c'est un objet culturel. C'est-à-dire que tout le monde pouvait se dire, ah, tu te rappelles, j'ai vu cette pub-là, cette pub Boursin, ah, ce machin, etc. Donc les gens voyaient la même chose au même moment, et donc en sortant de ces écrans, pouvaient le lendemain en parler, en discuter, faire des parodies, etc. Là où on arrive à un problème plus problématique sur la publicité sur les réseaux sociaux, c'est que déjà la publicité est plus perverse. C'est-à-dire qu'on a énormément de placements de produits, on a énormément d'influenceurs qui sont payés pour faire la promotion d'une marque et c'est pas signalé. Et surtout, on a une publicité qui est individualisée. C'est-à-dire que Bruno, moi je suis pas sûr d'avoir aujourd'hui été confronté aux mêmes publicités que vous depuis le début de la journée, parce que vous avez une publicité sur mesure qui est adaptée à votre consommation, à vos préférences, à vos goûts, à même des données que vous ignorez que ces personnes savent de vous. Donc on peut même plus partager cette publicité-là. Et en plus, elle vient vous choper à différents endroits. Encore une fois, la publicité à la télévision, c'était 6 minutes sur un écran. On disait bonjour, c'est la pub. Au revoir, c'est la fin de la pub. C'était les fameux jingles publicitaires. Là, c'est hop, au milieu d'une vidéo, entre une vidéo YouTube, avec un placement de produit, en push, etc. Donc, on voit que pour discerner déjà ce qui est une publicité et ce qui ne l'est pas, c'est plus complexe. Et surtout, on a moins la main sur le marché. Moi, le marché publicitaire télévisuel, je peux vous le raconter, c'était très simple. On se disait, voilà, 7 sur 7 à l'époque, où on a pris notre émission, l'émission politique sur France 2, on sait que c'est à peu près tel genre de personnes qui regardent, donc on va mettre des publicités de ce genre-là. M6, on savait que c'était une cible un peu plus jeune, un peu plus commerciale, donc on allait mettre des publicités de voitures sur la fameuse ménagère de moins de 50 ans, mais en gros, on avait une vague idée, mais c'était vraiment à la louche. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus sur des publicités ciblées. Je pense que c'est arrivé à tout le monde ici, d'avoir l'impression d'avoir un micro qui nous écoute tellement on a une publicité sur des chaussures rouges parce qu'on est en train de chercher des chaussures rouges. Tout ça, c'est parce qu'on donne de la donnée. Donc, pour moi, c'est ça la différence avec ces modèles publicitaires. Alors, une autre question, peut-être un peu radicale, de Mechtilde Guérin qui nous écrit d'Annecy en France. Les réseaux sociaux devraient-ils être tout simplement interdits ? Alors, peut-être pour certains, je ne sais pas. Mais c'est vrai que dans votre livre, vous évoquez notamment des employés du coup de Facebook en fait qui regardent et qui lisent en fait toutes les interactions, etc. et qui enlèvent des choses terribles en fait qui passent. Oui, c'est sûr que est-ce que les réseaux sociaux devraient être interdits? Je pense que Donald Trump là est en train de le vivre sur Twitter, c'est-à-dire qu'on lui a retiré son compte Twitter, donc il a été interdit pour lui. C'est un grand débat, cette idée d'avoir enlevé le compte Twitter de Donald Trump. Ça pourrait même faire l'objet d'une conférence, donc on rentrera pas là-dedans, mais en gros on peut le décrire en se disant qui doit avoir l'autorité en fait de débrancher quelqu'un. Est-ce que c'est une entreprise privée? Est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est un État, la justice? Donc là on se rend bien compte avec cette Donald Trump qui a été désactivé, que les réseaux sociaux ont pris une importance démesurée. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est très jeune, ça arrive en 2005 seulement. Ça fait 15-16 ans que les réseaux sociaux sont arrivés. Et à la base, c'était vraiment, pour reprendre l'exemple de Facebook, c'était une sorte de copain d'avant un peu amélioré, un truc un peu sympa où les gens se connectaient les uns aux autres et qui passaient des photos de leurs vacances. C'est devenu potentiellement un outil de manipulation des foules qui peut servir à des fins politiques, à des fins étatiques, à des fins de coup d'État. Et Twitter, ça doit être juste un petit logiciel, un petit flux d'informations, de conversations. Et on voit aujourd'hui que Donald Trump en a fait une arme de guérilla politique au point aujourd'hui de lui supprimer son compte alors qu'il était suivi par des millions et des millions et des millions de personnes. Donc, bien sûr que non, on peut pas interdire les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font partie de nos vies. Ils sont utiles à plein d'égards. Mais encore une fois, il faudrait les rendre les plus éthiques. Je pense que moi, je suis vraiment de la théorie du démantèlement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup en place aujourd'hui aux États-Unis, de se dire que ces entreprises comme Facebook sont devenues des monstres, mais vraiment des monstres. Ça les dépasse. Ils ont un pouvoir démentiel. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de régulation. Il faut savoir que Mark Zuckerberg, il est tout seul à décider de tout. Il n'y a pas un conseil d'administration de 70 personnes avec des contre-pouvoirs, etc. Il dispose de la majorité de la décision. Donc, grosso modo, il peut faire ce qu'il veut. Pareil pour Jeff Bezos, pareil pour Elon Musk. Ce sont des gens qui ont une puissance quasi divine. Donc, il faut de la régulation, il faut les encadrer. Il faut, par exemple, si on devait refaire l'histoire, je ne pense pas qu'il aurait fallu accorder à Facebook la possibilité de racheter Instagram et d'être WhatsApp. Vous le savez, aujourd'hui, Facebook, c'est Instagram et c'est WhatsApp.
Donc c'est la moitié de l'humanité. Donc dans les mains d'un seul homme en fait finalement. Donc oui, il faudrait qu'il y ait de la régulation. Il faudrait que l'État, justement à l'inverse de la philosophie libertarienne, rentre un peu plus au cœur de ces affaires-là pour pouvoir les entourer et mettre un peu plus d'éthique. Mais c'est ce qui commence à arriver. On voit bien, vous avez peut-être vu le documentaire sur Netflix, les écrans de fumée, qui vient critiquer justement le modèle, même si c'est diffusé sur Netflix, qui par ailleurs utilise les mêmes armes que le documentaire dénonce. Et c'est un autre sujet. Mais en tout cas, le mouvement de prise de conscience pour chercher justement un numérique plus éthique, il est en cours. C'est le combat d'aujourd'hui. Donc, on peut pas les interdire parce qu'ils sont là et puis ça n'aurait pas de sens de les interdire. Par contre, il faut les réguler. Il faut se réguler individuellement. Donc là, c'est les bonnes pratiques. Il y a plein de petites astuces à avoir pour pas être trop dépendant. Et il faut une grande régulation d'ordre géopolitique. Alors, Sandra Perconte, qui écrit d'Allemagne, de Balzhausen. Alors, est-ce que quelqu'un a des ressources pédagogiques et didactiques adaptées à des enfants, des jeunes, sur les dangers du sans-contact, avec les différents thèmes sous-jacents? Oui, alors il y a pas mal de ressources. Vous savez, là je parle que de la France par exemple. Si en France vous allez sur le site du CLEMI, CLEMI, le CLEMI en fait ça dépend de l'éducation nationale et ça fait le lien entre les journalistes et les professeurs et les enseignants qui font de l'éducation aux médias. En fait, il faut savoir qu'en France l'éducation aux médias n'est pas automatique, systématique, n'est pas dans le programme, n'est pas une obligation. Pour l'instant, les enseignants qui font de l'éducation aux médias dans les lycées, dans les collèges, c'est à leur bon vouloir, ça doit partir de leur volonté. Mais du coup, il y a beaucoup d'outils qui sont mis en place pour dénicher les fake news, pour lutter contre les stéréotypes, Tiens, il y a une autre série que je pourrais, parce que je vois que Delphine met bien les séries, il y a une autre, c'est Dopamine aussi, qui est une série sur Arte, qui est hyper intéressant. Il y a 10 petits modules de 10 minutes qui expliquent justement comment tous les réseaux sociaux viennent solliciter cette dopamine qui nous rend addicts et qui joue justement sur les différentes pulsions et vient décrypter les mécanismes de ces outils-là. Donc il y a beaucoup de ressources quand même qui commencent à arriver pour pouvoir prendre conscience des effets néfastes de ces réseaux sociaux, parce qu'il y a encore une fois, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'essaie de dire dans le livre, c'est qu'il y a quand même une intention derrière. C'est-à-dire que tous ces gens qui sont à la base de ces conceptions-là veulent quand même qu'on y passe toute notre vie. C'est leur but. Parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Voilà. Alors, une question de Alessandra Bertossi, qui est écrit d'Italie, de Altamura. C'est la domination de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez qu'il va arriver le moment où elle remplacera l'intelligence humaine? Vous en parlez aussi dans votre livre. Oui. Alors là, c'est aussi toute une théorie justement du transhumanisme. Ray Kurzweil notamment, qui est un des papes du transhumanisme, pense qu'à un moment donné, il va y avoir une sorte de Big Bang où on va créer une machine qui sera plus performante que l'homme et qui va tout reconfigurer. Donc là, je vous invite, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, à voir les travaux de Ray Kurzweil. Non, enfin, moi, je pense que si ça arrive, ce sera dans très, très, très longtemps, parce que jusque-là, ce sont quand même des hommes qui sont derrière l'intelligence artificielle. On a toujours tendance à croire que l'intelligence artificielle, ça fonctionne tout seul, mais non. En fait, il y a toujours des hommes derrière, des hommes plus que des femmes, hein, parce que pareil, dans le monde de la tech, c'est principalement des hommes comme les ingénieurs, moins 70%. Donc, je pense pas qu'on arrive à un moment donné où l'homme se fasse dépasser par la machine. Mais ce qui est certain, c'est que certains hommes auront les clés pour nous le faire croire. Et ces hommes-là seront derrière ces machines qui potentiellement pourront nous dominer, un peu à l'image des machines conversationnelles dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont dans l'illusion d'une discussion, sauf que derrière, il y a bien quelqu'un qui l'a programmé et qui vit de cette illusion. Donc, et d'ailleurs, quand on regarde bien, Amazon, quelque part, vit de cette illusion. Amazon, on me dit, tiens, c'est magique, tu cliques, il y a un truc qui arrive tout seul, tu l'as pas choisi, mais quand on regarde le fonctionnement d'Amazon, il n'y a rien de très magique, en fait, hein, c'est des employés précaires, payés une misère, qui vont prendre un objet d'un point A, suer pour pouvoir nous le livrer d'un point B, faire comme s'ils n'existaient pas, alors on est vraiment dans le sans contact, nous poser devant et disparaître, sauf que derrière, il y a des humains qui l'ont programmé, il y a des turkles qui sont derrière les machines pour bien voir que telle commande est conforme à ce qu'on a dit et qui vont vérifier, etc. J'en parle dans le livre aussi, c'est pas trop longtemps, trop complexe à expliquer ici. Il y a ensuite un livreur qui physiquement va le transporter. Mais on nous dit que c'est magique. On nous dit qu'il suffit d'un clic et ça arrive en 24 heures chez soi. Non, derrière. Donc, non, je pense pas. Alors, une autre question de Émilie Dubois de Paris. Quelles sont les techniques utilisées par les jeux vidéo, exemple Fortnite, qui font que nos enfants y passent des heures?
Ouais, Fortnite, c'est justement quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que c'est immersif. C'est-à-dire que Fortnite, on peut l'avoir sur le téléphone portable, on peut l'avoir sur l'ordinateur. C'est-à-dire que déjà, encore une fois, nous aussi, on est d'une génération où la console vidéo, elle était branchée sur la télévision du salon. Donc c'était régulé, on savait combien de temps l'enfant y passait. Allez, peut-être il avait une télévision dans sa chambre, c'était un risque. Mais bon, au moins, on peut passer. Là, Fortnite, on est sur son téléphone portable. Dès qu'on a 5 minutes, on va pouvoir jouer dessus. Il y a un effet communautaire aussi sur Fortnite. C'est-à-dire que on n'y va pas que pour jouer. On y va aussi pour être avec les copains. On y va pour se comparer. Il y a tout un tas d'outils qui font en sorte que ça fait partie de la vie et que justement quelque part la frontière entre la vie virtuelle et la vie réelle a tendance à s'amenuiser. On a des avatars, on peut choisir sa propre danse de communion. Donc c'est cette idée encore une fois de plonger dans un monde virtuel où le virtuel quelque part dépasse un peu le réel. Et un succès comme Fortnite, c'est incroyable. Fortnite a été aussi un moment de communion des gens à travers la virtualité. On a vu des concerts sur Fortnite, on a vu même la propagande politique, des événements de la propagande politique sur Fortnite. Mais là, on est vraiment dans une bonne question, parce que c'est vraiment l'incarnation d'un autre monde qui se joue de manière virtuelle aux dépens du monde réel. C'est-à-dire que quand on est quand même sur Fortnite, on n'est pas dans la vraie vie, on n'est pas dans le toucher, on n'est pas dans. Quand je dis on n'est pas dans le toucher, parce que c'est pour l'instant l'une des rares choses que la technologie n'arrive pas à reproduire, le fait de pouvoir se toucher. Sauf que malheureusement, dans cette crise sanitaire, qu'est-ce qu'on nous dit? Ne vous touchez plus. Ce que je peux comprendre, je suis pas en train de dire qu'il faut aller contre les mesures gouvernementales, mais encore une fois, ça ne fait que accréditer un phénomène, une philosophie qui est en cours et qui ne fait que malheureusement se développer. Donc Fortnite, quelque part, c'est du non touché. Alors, on va prendre la dernière question, donc de Katia Kazrizi d'Italie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber du coup dans les pièges du coup de tout ce que vous venez de dire? Quelles sont les petites techniques que vous pourriez nous conseiller? Il y a des techniques de base. Déjà, vous avez vu cette histoire de lieu important là. Certains ont fait l'expérience, ont découvert ça. Tout simplement, vous le désactivez. Vos notifications, vous les désactivez. Les applications de réseaux sociaux, moi, j'ai commencé à faire le test en me disant, tiens, je vais me les désinstaller du téléphone pour me les réinstaller quand j'en ai envie, mais parfois je les désinstalle. Du coup, j'ai la flemme d'aller le réinstaller, donc je me dis, tiens, ça fait 3 jours que je suis pas allé sur Twitter, ça m'a pas tellement manqué. Donc il y a aussi une détox digitale qu'on doit tous faire. Donc cette détox, par exemple, désinstaller des applications, ça peut fonctionner parce que justement tous ces outils sont faits pour que ça nous prenne le moins de temps possible pour y aller. Donc il faut encore une fois les mettre à distance. Quand je disais tout à l'heure la pulsion narcissique, c'est l'interroger. Se dire vraiment, je veux publier cette photo, je veux dire ça sur Twitter. Est-ce que vraiment mon avis, est-ce que c'est pas un avis qui répond un peu à la haine, à quelque chose qui polarise, parce que c'est un peu l'énervement qui fait que je veux dire que je suis d'accord, pas d'accord, mais à quoi ça va servir en fait. Et donc chaque fois se dire que ce temps que je passe à soi-disant m'énerver en ayant l'impression que mon propos est utile, c'est un temps que je donne à une entreprise commerciale pour faire travailler les commerciaux de la Silicon Valley. Et donc se dire que finalement je tombe dans un piège de passer du temps pour favoriser une entreprise commerciale, je le garde ce temps pour moi et je le passe à lire, je le passe à regarder le ciel, ou je le passe à parler à mes enfants, ou parler à mes parents, ou parler à l'autre. Donc un des systèmes, c'est aussi de se dire que la relation à l'autre, je pense qu'elle est menacée, c'est-à-dire que ça demande un effort finalement d'aller vers l'autre. Ça demande un effort d'aller à son libraire du bas de quartier plutôt que d'aller chez Amazon, parce que c'est vrai que c'est plus rapide, c'est plus pratique Amazon, on est tous d'accord. Mais sauf que ce qui va se passer en allant chez son libraire, c'est un contact humain, c'est une rencontre, c'est quelque chose d'inattendu. Et surtout, ça le fait vivre, ça participe à ce qui fait qu'on est tous les uns avec les autres, ensemble, dans une forme d'humanité. Donc, il faut aussi avoir à l'esprit que rester humain, ça demande un effort. Très bien. Merci beaucoup pour cette conclusion et cette conférence. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir fait l'effort de regarder jusqu'au bout. Merci beaucoup. On a eu une avalanche, un torrent d'interactions. Je pense qu'on n'a jamais eu autant, donc ça fonctionne. C'est même frustrant. J'aurais voulu répondre à parce que c'est vrai que je vois les messages défiler et comme on parle beaucoup justement de sans contact, on parle beaucoup d'interaction, ça fait plaisir de voir que malgré ces écrans, vous étiez chez vous aux 4 coins du monde en train d'écouter ces propos. J'espère que j'ai été le moins flou possible. En tout cas, voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir aussi je peux pas dire à vous parler parce que je vous ai pas beaucoup entendu, mais maintenant je vous vois là avec les merci. Donc
voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à savoir que vous étiez derrière cet écran, même peut-être dans l'obscurité. En tout cas, il y avait de la lumière qui jaillissait. On vous transmettra tout le contenu du chat, comme ça vous pourrez le regarder a posteriori. Merci à tous, en tout cas, pour vos questions, vos commentaires. Il nous reste à vous présenter la suite de notre programmation, c'est ça, Patricia? Alors, au revoir à tout le monde. Le prochain rendez-vous, donc c'est déjà la semaine prochaine, le 28 janvier à 18 h. Nous avons le plaisir donc d'avoir Philippe Grandcola, qui est directeur de laboratoire au Muséum d'histoire naturelle et spécialiste de biodiversité. Il nous parlera des maladies émergentes et du Covid-19. Voilà. Ensuite, le 2 février, nous avons un auteur, cette fois-ci à 18h30. Donc, le 2 février, le grand auteur Amin Malouf, qui sera en conversation avec Bernard Magnier. Et c'est un programme qui s'insère dans le cadre, en fait, des rendez-vous de Je viens de loin, j'écris en français. Et pour poursuivre sur Je viens de loin, j'écris en français, le Maroc sera à l'honneur le 11 février prochain, avec une rencontre qu'on veut très spéciale autour de Silence et Tabou. Nous recevrons Leila Slimani, Rachid Benzine et une jeune auteure de bande dessinée, Zeynad Fasiki. Donc, autour de ce thème, et ce sera en partenariat avec l'Institut français du Maroc. Zeynad Fasiki sera en duplex de Rabat avec nous le 11 février. Le tout prochain rendez-vous, c'est mercredi prochain et c'est autour d'une rencontre d'un nouveau programme qui s'appelle Intersection, auquel on tient tout particulièrement. Ce sont des rencontres autour d'un sujet, la littérature, avec Louis-Philippe d'Alembert qui viendra présenter son livre Mur Méditerranée chez Sabine Vespizer, et puis Camille Schmoll qui est géographe et sociologue, qui a écrit Les damnés de la Terre aux éditions La Découverte. Et ils dialogueront autour de récits, de parcours de femmes migrantes en Méditerranée. Donc, ce débat sera animé par Sophie Jaubert, qui est journaliste à l'Humanité. Et donc, voilà, ce sera ce premier rendez-vous de notre nouveau cycle Intersection. Venez nombreux, venez découvrir ces nouvelles rencontres. Je pense qu'on a tout balayé. Il reste à dire au revoir à tout le monde. Un grand merci encore, François, pour votre présence. C'était passionnant. Et Patricia, le mot de la fin. À bientôt. Eh bien, bientôt, oui. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous. On reste en contact.